Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle conférence Suisse Marketing Vaud. Et oui, si vous me voyez faire joujou avec la tablette, c'est parce qu'effectivement, il y a plein de belles choses qui se cachent derrière ces icônes. Mon nom est Thierry Weber, voilà, président de Suisse Marketing Vaud. Et ce soir, eh bien, j'ai la lourde tâche à la fois d'introduire le sujet de ce soir et de le modérer, mais également de vous parler un petit peu quand même de Suisse Marketing Vaud. Alors avant toute chose, si vous avez remarqué, la salle est loin d'être pleine. Pourquoi? Eh bien, il y a un bouchon. Ça tombe bien. Ce soir, on va parler de mobilité douce et de mobilité dans tous ses états. Comme quoi, nos intervenants vont pouvoir s'en donner à cœur joie sur ou contre la voiture ou l'usage de la voiture. Donc, bienvenue à ceux et celles qui viendront un petit peu en retard. Alors, pour commencer, je vais quand même revenir sur ce qu'est Suisse Marketing Vaud en vous parlant du club. Le réseau est bien constitué de notre comité. Vous avez quelques têtes ici que vous allez revoir à l'espace Tom Café lors de l'apéritif. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Ils seront, comme moi, normalement équipés du petit badge. Ils seront un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Donc je remercie Thierry Bloch qui est en charge de l'organisation des conférences, Yves Epinet pour tous les aspects de formation avec qui il travaille également Stéphane Meyer, Victoria Marchand pour la communication et les médias, Liliane Mébar, c'est la personne que vous avez dû avoir par mail, par téléphone pour la gestion de membres. On ne la remerciera jamais assez pour cette lourde tâche. Et Bruno Jouvel pour le sponsoring et les partenariats. Et votre serviteur, comme vous l'avez vu, pour la présidence. Le club, c'est aussi une présence sur les réseaux sociaux avec un site internet, mais également des réseaux sociaux sur lesquels, comme à l'image de ce soir, puisqu'effectivement cette conférence va être filmée, eh bien, un YouTube, un LinkedIn, un Facebook sur lequel vous allez pouvoir voir ou revoir les contenus qu'on aime partager à l'image, par exemple, de cette captation vidéo. Les activités de créneaux que je suis très très fier à nouveau de présenter. Le premier, ça y est, c'est reparti pour les ateliers. N'hésitez pas à prendre note des prochaines dates parce qu'effectivement, ça va très vite. Avec notre nouveau partenaire, on a pu donner vie à une série d'ateliers sur lesquels eh bien, on vous attend avec impatience. Le prochain a lieu le 17 octobre, un atelier sur la vente réinventée. Je crois qu'il reste quelques places. Et puis, formation aussi, puisqu'effectivement, en marge des ateliers, on a très envie, pour le coup, de vous proposer des formations à des tarifs préférentiels. Donc, pour les ateliers, le partenariat a été fait avec l'école ESM à Genève, mais rassurez-vous, son directeur est aussi vaudois. Et puis, pour la formation Design Thinking, avec la première formation du partenariat Savvy Suisse Marketing Vaud, allez à la rencontre de Yves et de Stéphane qui ont été les initiateurs effectivement de cette toute première formation. Et en novembre, on revient avec un atelier pour lequel la date va très très prochainement être fixée. On va parler Escape Game pour la création et la mise en place. Vous savez, ces jeux où on est enfermé, il faut résoudre des énigmes. On verra quelles sont leurs implications, à quoi ça peut bien servir. D'ailleurs, j'ai fermé à clé cette salle pour ce soir. Voilà, ça commence tout de suite. Sinon, côté conférence, là aussi, n'hésitez pas à prendre note parce que ça va jusqu'en février. On est très très fiers, très contents de vous en proposer plein. La marque employeur, la marque côté légal, excusez-moi, pour le 5 novembre prochain, ici même, un event partenaire qui se tiendra à Montreux, qui est entièrement consacré à la relation client en Suisse. Alors pour le coup, cet event, c'est l'occasion pour nous de vous offrir un tarif préférentiel. On aura de plus en plus ce genre d'événements partenaires. Si vous aussi, vous avez envie de bénéficier de la visibilité de notre club pour organiser ce genre de choses, n'hésitez pas à venir auprès de chacun de nous pour voir comment c'est possible d'organiser tout ça. Dernier rendez-vous conférence de l'année, avec un format un peu particulier, puisqu'on a fait une étude auprès de vous, les membres, sur ce dont vous auriez besoin pour qu'on vous aide, pour qu'on vous propose d'autres choses. Ben ça y est, c'est parti, on vous a entendu. Premier rendez-vous de networking business, c'est-à-dire on va vous prendre par la main et vous aider à faire des affaires dans un format tout autre. Probablement qu'on ne sera pas dans cette salle. On sera bien évidemment ici dans le bel écrin du Musée Olympique Lausanne. Et il y aura une très belle surprise pour
l'animation de cet event. Donc venez nombreuses et nombreux avec des cartes de visite, il y aura de quoi faire, puisqu'effectivement pour ceux et celles qui ont envie de concrétiser du business, faire des affaires et profiter de ce superbe réseau, eh bien voilà, la date est lancée au 3 décembre 2019. On saute le calendrier pour aller en 2020, le premier rendez-vous Swiss Marketing Vaud le 4 février. On parlera des enjeux du marketing pour le e-sport, avec tout ce que ça implique, avec des têtes d'affiche qui vous seront présentées sur notre site. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre note de ces dates pour votre agenda. Tout ça ne pourrait pas avoir lieu, ne pourrait pas exister sans nos partenaires. Pour nos partenaires, on remercie la maison Atraxis qui nous met à disposition ce truc qui vous permet d'être malade pour présenter autrement des slides. Non, plus sérieusement, la table interactive qui nous a accompagnés pendant plus de 3 ans sur ces conférences. La maison Scandola, je crois que son digne représentant est dans la salle aussi, qui est à l'origine du site internet sur lequel on travaille toujours d'arrache-pied pour que tout se passe bien. Biz Photo, notre partenaire photo, j'entends déjà crépiter l'appareil, mais je ne vois pas la photographe. Voilà, coucou. N'hésitez pas à aller à sa rencontre pour voir où seront diffusées ces œuvres, puisqu'effectivement, on les partage un peu partout sur les réseaux. Claywell, le système qui va vous permettre de revoir la captation vidéo. La maison Drapier, vous avez vu, hein, c'est pas par hasard qu'il y a un sac avec probablement de très belles choses à l'intérieur. On attendra la fin de la conférence pour savoir de quoi il s'agit. On la remercie déjà par avance. Lista Office qui nous accueille pour les ateliers. Je vous l'ai dit, c'est reparti pour le mois d'octobre. Le musée olympique qui nous accueille ici dans ce très très bel endroit. On se réjouit de voir les retardataires nous rejoindre. Sachez qu'on est toujours très intéressé à pourquoi pas compter de nouveaux partenaires sur nos événements. Voici ici quelques chiffres qui devraient un petit peu vous parler pour vous donner, pourquoi pas envie, à l'image d'une grande société fournisseur d'électricité que je ne nommerai pas. Voilà, sachez que notre réseau est là à votre disposition, puisqu'effectivement, au-delà de nos membres, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont concernées par notre communication en ligne, par exemple autour de notre newsletters. On va tout de suite découvrir qui sont les intervenants de cette conférence format table ronde, mais surtout très très interactive. Nous avons par ordre alphabétique Alain Barbet des CFF, Jenny Lebas, Mobilité Piétonne Suisse, André Rass de Mobilité Gaz de Gaznat et Hugues Romain des TPC, les transports publics du Chablais. Je vais demander à Marc de réafficher leurs photos et vous verrez tout en bas un lien que vous pouvez utiliser sur votre téléphone portable pour celles et ceux qui ont peur ou qui se gênent à poser des questions avec le micro qui va se balader dans le public. N'hésitez pas à utiliser pour une fois votre téléphone portable et ainsi poser vos questions. Je vais démarrer la présentation dans quelques minutes. Le temps pour moi d'accueillir nos invités. Merci à vous et très très belle soirée. Alors je vais prendre mon micro et mes petites notes. Ouais, mets-toi à côté de moi, voilà. Il y aura au moins un intervenant que je peux tutoyer, c'est très très bien. Alors, on vous a présenté par ordre alphabétique, mais je vais commencer, honneur aux femmes, par Jenny Lebas, avec une question très très simple. En quelques mots, si vous aviez l'occasion de vous présenter, puis surtout nous en dire plus, mais qu'est-ce que c'est donc la mobilité piétonne ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Donc, Mobilité Piétonne Suisse est une association, une organisation non gouvernementale qui existe depuis les années 70 en Suisse. Ne vous inquiétez pas si vous n'en aviez jamais entendu parler, c'est normal. On s'adresse principalement aux communes et aux bureaux de planification. C'est pour ça que c'est assez peu connu du grand public. Et puis, notre sujet d'étude, ce sont les déplacements à pied en ville, donc la marche urbaine, la marche en ville. Et on a principalement une fonction d'expertise et de conseil dans ce domaine. Vous voulez plus d'infos maintenant ? Oui, tout à fait, je veux tout savoir. Peut-être la première question,
Pourquoi faut-il promouvoir justement la mobilité piétonne? Qu'est-ce qui a été la première réflexion, la première idée derrière cette idée, derrière cette initiative? À l'origine de la création de Mobilité piétonne suisse, c'était après l'achèvement du réseau autoroutier qui a beaucoup interrompu les chemins de randonnée pédestres, et puis il y a eu beaucoup de réactions pour demander qu'on rétablisse la continuité des chemins de randonnée pédestres. La plupart des gens dans cette salle font sans doute de la randonnée, donc là tout le monde se sent concerné. Et puis ensuite, historiquement, les deux associations sont séparées, donc Suisse Rando et Mobilité piétonne suisse. Et donc nous, on s'occupe actuellement uniquement des thèmes comme les trottoirs, les passages pour piétons, le chemin de l'école, les zones 30, les zones de rencontre, tout ce type d'éléments. Merci beaucoup pour cette première introduction. Je vais continuer avec l'ordre alphabétique avec M. Barbet, digne représentant des CFF, mais principalement ici pour la Suisse romande. Est-ce que j'ai tout juste? Oui, tout à fait. Je suis directeur régional pour la Suisse romande pour les CFF. En quoi ça consiste de travailler localement, par exemple, ici sur la Suisse romande? Est-ce que ça veut dire qu'il faut séparer, les enjeux ne sont pas les mêmes, la Suisse romande versus la Suisse allemande? Non, alors c'est par région. Hein. Il y a le Tessin aussi, hein, qui a un responsable, et puis 2 régions en Suisse alémanique. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être au plus proche du terrain pour pouvoir avoir cet ancrage régional qui nous manque parfois lorsqu'on regarde depuis Berne, et puis de voir comment fixer les priorités, quelles sont les sensibilités. On en parlera peut-être dans la communication, mais on communique aussi très différemment d'un endroit à l'autre. Et auparavant, tout était centralisé et on n'avait pas forcément les bonnes priorités. Donc le fait d'être dans le terrain, d'être proche de la population, proche des interlocuteurs, de ce qu'on appelle nos commanditaires, ça nous donne la possibilité de fixer les bonnes priorités. C'est-à-dire que vous avez une réelle autonomie pour œuvrer ici, où il y a quand même un petit peu de directives. Là, je pense à la communication, au marketing, la publicité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu dictées par la maison mère? Oui, alors il reste bien sûr les grands développements, par exemple l'application, toutes ces choses-là, on ne peut pas chacun dans sa région le faire. On peut insérer des éléments, mais l'application est gérée centralement. Pour donner une idée, ce n'est pas la seule chose. Les grandes campagnes publicitaires sont également gérées centralement. Mais je dirais oui, on a beaucoup d'autonomie, beaucoup plus qu'on en avait avant. Avant, on n'en avait pratiquement pas. Mais non seulement pour la communication, mais aussi pour les décisions de priorisation des chantiers, par exemple, qui étaient auparavant tout décidés sur un papier à Berne. Là, maintenant, on regarde quel est l'impact sur le client. On se met vraiment à la place du client, on regarde, et puis on dit non, on ne peut pas le faire, ou on peut le faire, mais à un moment différent, pas cumulé à d'autres. Donc, ces éléments-là sont importants, et je reviendrai là-dessus, mais la communication est un élément, en dehors des grandes choses dont j'ai parlé, des grands développements, est un élément très autonome dans la région, puisque les besoins d'information, typiquement, sont très, très différents entre Zurich, Bâle ou Genève. Est-ce que ça va jusqu'à l'offre de service, cette liberté, ou là, par contre, c'est chasse gardée pour Berne? Non, alors on a exactement la même philosophie. Ce qui concerne les grandes lignes, hein, qui sont les trains qui vont de Genève jusqu'à Saint-Gall, qui traversent toute la Suisse, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une coordination centrale. Sur ceux-là, il n'y a pas de décision locale. Par contre, en ce qui concerne ce qu'on appelle le trafic régional, là, il y a des discussions avec les commanditaires, avec les cantons, et on regarde ce qui convient le mieux pour chacun d'entre eux, et par rapport d'une part aux besoins de la population, aux besoins de mobilité nouvelle, et puis aussi aux finances des cantons. Et ça, on peut très très bien, et je crois que c'est souvent la possibilité qu'on a aussi en région, en discutant avec nos interlocuteurs, de commander la bonne offre et de mettre en place ce qui convient le mieux. Et ça, honnêtement, en région, on a totalement autonomie sur ça, aussi pour négocier ce qu'on appelle les offres qu'on fait en début d'année par rapport à ce qui nous est demandé. On a des marges et on peut influencer en partie. Donc ça, c'est quelque chose qui est typiquement régionalisé. Merci, on reviendra effectivement sur les aspects de communication. Je continue l'abécédaire avec, je crois, RAS. Oui, c'est la troisième lettre. André, si tu avais l'occasion de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'effectivement, on doit défendre peut-être le label sous lequel présenter tout ça. Ouais, effectivement, trouver un label autour de moi, c'est un peu compliqué. Je pourrais dire que je me définirais comme un marketeur d'une mobilité un peu alternative, qui doit faire sa place encore. Voilà. D'accord. On court. C'est bien, il n'en dit pas plus, on va garder le suspense. Alors peut-être je peux te lancer une première question, histoire de rebondir sur ce que tu fais. Mettre du gaz dans une voiture, c'est pas un peu contre nature?
Tout le monde ici a rempli une fois un briquet, que ce soit un Zippo, que ce soit un briquet avec des cartouches de gaz, donc c'est plus ou moins le même principe, c'est aussi simple que ça. Ça n'explose pas, c'est pas plus dangereux que de faire le plein d'essence et on ne salit pas les mains. D'accord, on reviendra sur les avantages ou les inconvénients d'un tel moyen de transport. Des transports publics, je suis très très heureux parce que je suis aussi usager autant des CFF que des TPC. Bonjour Hugues, alors bonjour. Les TPC pour transport public du Chablais, peut-être quelques mots sur le poste que vous occupez et puis peut-être quelques mots sur qui sont les TPC. Alors moi je suis responsable du développement, donc membre de la direction des TPC. Donc les TPC ont été totalement réorganisés il y a 2 ans, c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter clairement la part du transport public dans les déplacements dans cette belle région du Chablais. Je crois que tout le monde a constaté qu'on avait beaucoup de montagnes, beaucoup d'atouts, mais c'est encore beaucoup de travail pour valoriser tout ça. Et on a vraiment la chance et à la fois la difficulté dans cette entreprise de gérer tellement de produits différents que c'est très dur de se concentrer sur un seul. On a 100 000 habitants en tout. Si on compte tous les touristes qui viennent, je ne sais pas combien ça fait, mais je pense qu'on fait au moins x2. Et on a des gens qui prennent notre train, nos bus pour aller au travail tous les matins, mélangés à des gens qui arrivent de l'aéroport, qui vont à leur hôtel pour aller skier, des Lausannois qui vont à la journée pour skier au Port du Soleil. On a encore du transport urbain avec des gens qui font des déplacements dans le Chablais. Il faut mélanger tout ça avec le même système, c'est très très complexe. Merci beaucoup pour ce très très grand Polaroid de vos prestations. Moi j'ai une question pour vous tous, puisque c'est un petit peu le thème ce soir. J'ai envie de vous challenger sur votre définition de la mobilité en Suisse romande. Parce que vous venez tous avec des offres, des produits ou des solutions différentes. À titre personnel, chacun de vous, quelle serait la définition idéale de la mobilité en Suisse romande? Qui c'est qui se lance? Vous battez pas. Pour moi, il y a un mot-clé qui aujourd'hui est valable, mais pas seulement en Suisse romande, mais aussi en Suisse romande, c'est la multimodalité. Vous me demandiez tout à l'heure si j'étais venue à pied. Ben oui, mais comme nous tous, on est tous en partie venus à pied aujourd'hui. Et puis, je pense que le passage très fluide, on a évoqué aussi avant l'utilisation du vélo dans le train, que ça soit très fluide d'un mode à l'autre, très flexible pour coller avec les modes de vie actuels. Ça, c'est au niveau des besoins, c'est ça qui définit les besoins de mobilité aujourd'hui, et donc il faut pouvoir y répondre. D'accord. L'avis de M. Berbet? Alors, je partage tout à fait ce que Madame a dit, mais globalement, la mobilité ne peut plus être séparée des phénomènes de société. Actuellement, elle est complètement intégrée. Les gens ont besoin de cette multimodalité, mais aussi dans leur vie quotidienne, elle fait partie de leur vie quotidienne. Et donc, il faut qu'on ait une vision complètement différente et une approche complètement différente. Maintenant, sur la Suisse romande, je dirais, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est en train de redéfinir, alors je parle plutôt pour les CFF, mais c'est le cas, en tout cas pour les TPC également, de reconstruire complètement le réseau, de le moderniser, et on a la chance de pouvoir l'adapter aux besoins actuels. Vous voyez, on parlait toujours auparavant, oui, Zurich, la Suisse alémanique, ils ont eu tout. Par contre, ils ont maintenant des choses qui ont été conçues il y a une vingtaine d'années. Et nous, actuellement, on a des choses qui sont conçues maintenant et qui vont être mises en place, bien sûr pas tout de suite, en partie dans les 10 prochaines années quand même. Et donc là, on peut intégrer cette évolution qui a eu lieu dans les... je dirais justement dans les 10-15 dernières années, au niveau de la société, au niveau des modes de déplacement, au niveau des besoins de déplacement, et tout a extrêmement évolué très très rapidement, et j'espère qu'on mettra en place ce qui sera aussi le besoin pour l'avenir. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans l'âge d'or de la mobilité en Suisse romande. Alors justement, comment on fait pour communiquer, pour informer l'usager que tout compte fait? Par exemple, si je déforme un petit peu vos propos, on n'est pas si mal loti, on va pouvoir bénéficier de nouvelles choses, de nouveaux types de services. Comment on fait pour s'adresser aux usagers, aux clients? Alors, on a commencé d'ailleurs par l'écouter, d'abord pour essayer de répondre à ses attentes, mais globalement, c'est presque une question facile en quelque sorte en Suisse romande actuellement, puisqu'on a tellement de choses à communiquer. À la fin de l'année, on en parlait tout à l'heure avec Madame, qui n'avait pas encore compris que c'était aussi important que ça, ce changement à Genève qui va arriver avec le Léman Express. C'est carrément une autre ère, c'est carrément un autre monde qui va évoluer à Genève, un canton qui par nature aussi connaissait très peu les transports
transports publics et le train en particulier. Donc ça, c'est quelque chose, quand même, un message positif. Et il reste tellement à communiquer là-dessus que c'est positif. Après, évidemment, on doit le communiquer, si on pense entre Lausanne et Genève, aux travaux de Léman 2030. Comme le nom l'indique, ça va durer 10 ans. Évidemment, c'est un peu plus difficile parce que quand on construit à cœur ouvert, puisque le trafic continue d'évoluer, eh bien, il y a aussi des perturbations importantes, des travaux qui font que certains trains sont supprimés, en particulier en extrémité de journée, etc. Donc, il y a un besoin de communication qui va à la fois que les gens se réjouissent, qu'ils attendent avec impatience, et c'est le cas en tout cas pour le Léman Express, pour un projet à très court terme puisque c'est le 15 décembre. Et puis d'un autre côté, on est obligé de demander un petit peu de compréhension et essayer de faire le moins, de dommages collatéraux possible pour le reste, mais on doit communiquer aussi beaucoup sur les travaux, mais pas seulement pour dire c'est des inconvénients, mais aussi pourquoi on fait ces travaux et qu'est-ce que ça leur rapportera, non pas dans 10 ans, parce qu'il y aura des évolutions et des plateaux, mais dans les prochaines années. Soyons pragmatiques, et là du coup je m'adresse à vous. Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Parce qu'effectivement, je vais vous taquiner un petit peu. Il y a une nouvelle offre, alors elle concerne un petit peu votre région, c'est celle lancée je crois ou initiée par les TL. Il y a une offre qui s'appelle Mobilis Évasion, je ne suis pas sûr. Vous voyez, tellement je suis mal préparé. Pour 5 francs de plus, si vous avez un abonnement Mobilis, ben hop, vous pouvez sortir de votre zone, vous pouvez en prendre plus que ce que ça vous coûterait. Comment on fait pour s'adresser au public cible pour qu'ils prennent conscience que, tiens, voilà, il y a cette offre, il y a cette possibilité? Alors cette offre, elle concerne des gens qui ont déjà un abonnement, donc on est déjà sur un point très particulier, c'est qu'on renforce notre produit avec ce genre d'offre. Par contre, ce qu'on constate, notamment dans le Chablais, parce qu'on est une région un peu débutante dans la mobilité, je dirais, multimodale, on était très orienté voiture, c'est qu'on a énormément de gens qui atteignent, on ne peut même pas atteindre avec ce genre d'offre parce qu'ils ne viennent pas dans le train, ils sont dans leur voiture tous les matins, donc on ne peut pas agrandir leur abonnement, ils n'en ont pas. Et ce qu'on constate avec toute cette partie de la population, c'est que d'une part, ils demandent beaucoup de flexibilité. Donc on est en train de développer plein de choses pour augmenter cette prestation, de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut avec les transports publics. Mais d'un autre côté, quand ils se lèvent le matin, ils ne se posent pas la question « est-ce que je vais prendre autre chose que la voiture ?» Donc on veut de la flexibilité, mais soi-même, on ne l'est pas forcément beaucoup. Et c'est là où le point est très difficile. C'est toujours plus facile de dire à un client qui vient 15 fois, dire « viens 17 fois au lieu de 15 ». C'est ce qu'on fait en ce moment. Ça marche, c'est très bien. Mais celui qui vient 0, on a encore beaucoup de mal à le capter. Quels seraient les moyens pour arriver à s'adresser à lui? Alors, si on le savait, on l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, on est vraiment en recherche d'une relation avec le non-client, finalement. Celui qui est vraiment pas encore là. C'est vraiment là le gros défi. On a certaines vallées en montagne, on a 96% du trafic qui est en voiture. La moyenne en Suisse, c'est plutôt dans l'ordre de 80%, voire un peu moins dans les villes. Donc, comment on parle à ces gens? Donc, on a des médias, on a des réseaux sociaux, on a des opérations même séduction. On a fait il n'y a pas longtemps, nous, les 20 ans des TPC, ça a très bien marché. Mais si on compte le nombre de gens qui sont venus par rapport à cette masse de gens qui sont dans les voitures aujourd'hui, ça représente encore quelque chose qui est un travail à très long terme, finalement, sur un capital sympathie, des choses comme ça. Mais dans le concret, on a encore énormément de gens qu'il est difficile d'aller chercher. On reviendra sur ce point très intéressant parce qu'effectivement, pour avoir grandi en Valais, je sais que la voiture, c'est très touchy comme thème. Justement, à propos de voiture, comment on fait pour sensibiliser des utilisateurs, des conducteurs à se déplacer avec un véhicule qui, je vais essayer de ne pas déformer tes propos, pollue moins ou est plus efficace ou... quels seraient les arguments que tu peux servir? C'est assez amusant, parce que c'est vrai que quand monsieur Romain évoquait la thématique aussi de gens qui sont ancrés sur une forme de mobilité, on a exactement affaire au même problème dans une mobilité un peu différente, alternative. C'est-à-dire que les gens, avant de réfléchir en termes de déplacement, d'aller au point A au point B, un peu comme on s'habille le matin, les gens ils sont dans la voiture et ils partent et ils vont où ils veulent aller. Puis pour le choix de la voiture, c'est un peu pareil aussi. Vous avez un objet, quand la voiture, ça représente un objet de statut, ça représente quelque chose que vous projetez dedans. Les gens en Suisse peuvent acheter peu de maisons, donc l'argent, ils en ont à disposition. Souvent, ils achètent une voiture qui permet aussi de montrer leur statut social. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui est très fort. Et puis après, en termes de mobilité, comme je disais avant, le point aller au point A au point B, ça engendre une mobilité d'esprit qui est fondamentale. Je donnais l'exemple avant
il n'y a pas une semaine, j'étais dans cette salle justement pour une autre conférence. J'habite à côté, j'habite à Bussigny. Je me suis dit, il risque de pleuvoir en cours de journée. Donc j'ai pris mon petit vélo pliable qui m'a permis de venir ici pédalant tout gaiement. J'ai pu le parquer dans le coin là-bas, vers sous les verres. Il était parqué là-bas. Mais c'est vrai que le matin, en me préparant pour aller au travail ou venant ici, je me suis mis dans la tête, ok, je vais à vélo, donc je vais m'habiller différemment, je vais me préparer un peu différemment. Un peu comme voilà, quand on s'habille le matin, qu'on met un costume ou une chemise ou une couleur de chaussettes. On doit avoir cette réflexion-là. Et je pense que la mobilité typiquement au gaz, on n'a pas encore ce réflexe encore de réfléchir différemment, mais voilà, où l'autre côté où je souris un tout petit peu, c'est comme les gens ne font pas le choix volontaire d'être plus sobres dans leur forme de mobilité, c'est la loi qui va leur dicter quelque part le choix futur, malheureusement. On revient sur le combustible, le gaz. Comment on vend l'idée qu'un véhicule fonctionne avec un tel carburant? Disons qu'il y a un peu deux approches qu'on essaye de mener. C'est d'un côté de séduire par une image un peu immatérielle du produit, c'est-à-dire créer une ambiance autour, d'être sur des partenariats, des sponsoring qui permettent aussi de nous inspirer un peu de l'image. Ou de l'autre côté, vendre les arguments, facts. Les facts, c'est moins cher à la pompe, c'est moins d'émissions de CO2, c'est moins d'NOx, etc. Mais c'est des choses qui sont un peu barbantes, que les gens n'apprécient pas forcément, n'aiment pas entendre non plus, et où ils sentent qu'ils vont être un peu limités. Donc moi, je suis plutôt un partisan, effectivement, de vendre un peu un état d'esprit, un lifestyle, quelque chose de plus cool, puis de se dire, voilà, d'avoir une fierté de rouler avec une motorisation différente. D'ailleurs, cette fierté, moi, je l'ai vu récemment dans une salle à Bure, au canton de Fribourg, au canton de Jura, où il y avait des gars qui sont venus au Tesla et ils avaient le t-shirt Tesla, hyper fiers de porter leur t-shirt, et qui étaient vraiment des gens qui étaient des ultra convaincus de leur forme de mobilité. Puis les gars, la mobilité électrique, pour eux, c'était un truc qui était parfaitement acquis. Partir en vacances avec eux, c'était quelque chose qu'ils pouvaient parfaitement imaginer avec leur voiture. Donc on leur a vendu du rêve, mais une voiture électrique, c'est contraignant. Une voiture au gaz, il y a un peu de contrainte, moins qu'électrique quand même. Mais effectivement, la contrainte, des gens sont fiers de cette contrainte et puis sont fiers de porter une forme de mobilité qui est différente et qu'ils le vivent au quotidien. À quand des t-shirts TPC ou mobilité piétonne, j'ai envie de dire. Justement, quels sont les autres leviers que vous avez pour aller plus loin? Parce qu'une des questions que je vous avais préparées, c'est est-ce que le tout voiture a-t-il encore un avenir en Suisse? Puisque vous me parlez de plusieurs types de transports, mais est-ce que celui-là est toujours compatible avec toutes les offres que vous proposez, pour vous deux, par exemple? Par rapport au transport public du Chablais, il y a un phénomène qu'on voit, et moi personnellement je le vois de chez moi, c'est que tous les dimanches soirs, il y a environ 2 heures de blocage complet sur l'autoroute A9. Donc, ça, c'est les Valaisans qui retournent à genoux. Mais c'est pas tout à fait juste. C'est aussi beaucoup de gens qui sont venus skier le week-end, qui habitent parfaitement à Lausanne et qui sont venus en voiture. Et je pense qu'on ne va pas avoir avant longtemps un élargissement de l'autoroute A9. On fera d'abord la A1 entre Genève et Lausanne. Il me semble que si jamais un jour on doit élargir une autoroute, on n'est pas dans la liste des priorités. Donc l'offre de voiture unique en tant qu'outil de débit volumique, de vraiment envoyer X milliers de personnes, on arrive au bout de ce qu'on peut faire sans mobiliser des investissements énormes. Vous voyez le viaduc de Chillon, s'il faut le passer à 3 voies, c'est quelque chose, il faudra reconstruire un 3e pont, c'est quelque chose d'énorme, donc je pense qu'on ne le fera pas. Donc, on est en saturation. Après, pour résoudre ça, on n'est pas obligé de faire enlever toutes les voitures. C'est juste des fois quelques petits pourcents de basculement qui comptent pour désaturer. Et donc, comment on fait pour toucher ça? C'est vraiment de présenter ça comme un cocktail. Quand on a plusieurs ingrédients, on les combine et on a un bon outil. Et la mobilité, c'est ça. On a les voitures qui assurent une diversité incroyable de déplacements. Le transport public assure plutôt le débit. Il faut faire comprendre que c'est le mix des deux qui fait qu'on peut arriver à des solutions durables et pérennes. Si aujourd'hui on doit doubler le nombre de gens qui vont en montagne à Lézin ou Diableret, ces gens en plus viendront forcément par le train parce que sinon ils attendront 3 heures avant de rentrer le dimanche. Ou ils viendront les autres jours, mais c'est tout un aspect vraiment de discussion. Mais sur le dimanche, c'est fini. On ne peut plus aller plus loin. Pour vous, parce que là c'est encore un petit peu, enfin je ne vais pas essayer de dire de bêtises, c'est peut-être encore un peu plus compliqué de se dire c'est que à pied qu'on peut se déplacer versus la voiture. C'est pas le message de se déplacer que à pied, c'est effectivement le choix le matin, qu'est-ce qu'on combine comme mode de transport, mais même pour aller au parking, en général, on fait quelques mètres à pied, à moins d'avoir vraiment l'ascenseur qui nous amène devant la voiture.
aujourd'hui, il y a à peu près 40% des ménages en Suisse, dans les villes de Suisse, qui ne possèdent pas de voiture. Et dans les villes comme les grandes villes, Bâle, Zurich, y compris Genève, c'est même 50% des ménages qui ne possèdent pas de voiture. Alors peut-être qu'ils utilisent Mobility ou d'autres systèmes de partage, mais on parlait de mode de vie. Et là, je crois que c'est vraiment important aussi de prendre conscience que quand on parle des déplacements quotidiens, de la vie de tous les jours, hors loisirs du week-end, on est vraiment dans une mobilité des courtes distances où on peut tout faire à pied, à vélo ou combiner avec un bout en transport public en fonction des besoins. Est-ce que vous avez un regard sur les nouvelles générations? On parle de jeunes gens qui veulent plus forcément posséder un véhicule, qui veulent plus forcément faire le permis. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Puis comment vous pouvez communiquer avec eux pour avoir cet input ou au contraire peut-être les sensibiliser à l'idée de forcément partir dans l'achat d'un véhicule? Je ne crois pas que c'est à ça qu'on travaille. Je précise qu'on est 5 dans notre association employée, donc pour concurrencer le lobby automobile, je crois qu'on c'est pas l'idée d'essayer. On se disait récemment qu'on a peut-être plutôt le rôle d'être des moustiques, de faire des petites piqûres à certains endroits pour essayer de bouger des choses. Peut-être à 5, quels sont les outils que vous utilisez pour arriver à faire ces Il y a piqûres? une thématique qui touche vraiment tout le monde, c'est la sécurité des déplacements des enfants. Dès que les enfants commencent la première année, ils commencent à aller à l'école, là, tout le monde se rend compte des problèmes, mètre après mètre. Et tout le monde s'inquiète de qu'est-ce qui va arriver à cet enfant sur le chemin de l'école. En Suisse alémanique, c'est encore plus habituel que les enfants aillent seuls, y compris des petites 4 ans aillent seuls au jardin d'enfants. À Genève, il ne faut pas y penser jusqu'à, je sais pas, l'adolescence. Mais les longues études. Il y a des thèmes comme ça, le chemin de l'école ou les déplacements des seniors. Quand on n'a plus le permis, quand on décide de rendre le permis pour la voiture, le vélo, ça devient un peu difficile avec l'âge. Et donc, du coup, on se déplace à pied avec le bus, évidemment. Et puis là, je crois que tout le monde se rend compte des enjeux. Si vous avez accompagné une personne âgée de votre famille n'importe où, en ville, dans une gare, vous vous rendez compte de tous les obstacles et de tout ce qu'on pourrait en fait améliorer pour faciliter les déplacements à pied de toute une catégorie de la population en particulier, mais de tout le monde aussi. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que alors je ne vais pas parler de mon grand âge, mais si on se rappelle de nos enfances respectives, on allait à pied, on prenait peut-être le vélo pour aller à l'école, on était seul pour le faire. Qu'est-ce qui a fait que ça a totalement changé, à part peut-être, comme vous dites, la Suisse allemande? Bon, par rapport au déplacement des enfants, il y a davantage je pense qu'on a davantage les moyens de véhiculer les enfants. Et puis, comment on y est arrivé? Je pense que c'est une question complexe, mais aujourd'hui, la dynamique qu'on constate, c'est que comme c'est dangereux devant l'école parce qu'il y a toutes les voitures parquées, tout le monde amène ses enfants en voiture. Et ça, c'est systématique. C'est dramatique, c'est systématique. Je profite de préciser que je représente vraiment une institution un petit peu différente de mes collègues ici devant parce que on est une association, on ne vend rien. Notre première activité, c'est de conseiller, de sensibiliser. Donc, on a besoin peut-être de se vendre soi-même pour chercher des sponsors, etc. Mais les gens à qui on s'adresse, on ne leur vend rien. On essaie d'avoir des membres. Vous pouvez d'ailleurs tous être membres. Mais c'est très difficile puisqu'on ne vend rien. On ne vend rien de matériel. La marche, il n'y a pas de véhicule. Et puis, on a une activité de mandat, de projet pilote, de tester des nouvelles façons de travailler avec du processus participatif aussi, qui intéresse beaucoup les communes aujourd'hui. Donc, on a une certaine offre, des produits, si vous voulez, qu'on propose. Mais en même temps, on ne concurrence pas les bureaux privés qui font le même type de travaux. Donc, on est uniquement sur des choses nouvelles qui ne sont pas rentables parce qu'on bénéficie d'un soutien financier de la Confédération et donc on n'entre pas en concurrence avec le marché privé. Donc,
ça rend tout ce qui est marketing en fait assez complexe pour nous. Donc j'espère beaucoup repartir d'ici aujourd'hui avec plein d'idées de votre part. Et des cartes de visite, je compte sur vous. Merci. Et c'est surtout pas un hasard de vous retrouver ici, parce qu'effectivement, à la tête de 5 personnes, je pense que la tâche n'est pas si aisée. Une question pour vous tous. Vous avez un nouveau service. On va être très très concret, hein. Je veux vous entendre, je veux vous challenger là-dessus. Vous avez un nouveau service à vendre. Un lancement, je pense au vôtre par exemple pour vous tendre la perche, mais les CFF ne sont pas en reste de nouveaux types de services. Quel est le workflow que vous allez utiliser entre le moment où vous avez imaginé le service et le moment où on pourra l'acheter? Et là, je parle de toutes les étapes de la communication et du marketing autour de tout ça. Soyez super concret, ça m'intéresse vivement. Alors, je vais essayer d'être relativement succinct, mais la première étape, elle s'est faite en amont, hein, parce qu'on va mettre un service qui correspond à une demande. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop non plus juste faire des tests. On va le faire, hein, je crois que c'est important aussi, surtout avec ces évolutions qu'on n'arrive pas toujours. Donc, il y a une offre et puis il faut voir si elle a été sollicitée récemment. Et puis, à ce moment-là, eh bien, c'est plus facile à la communiquer. Le deuxième point, c'est de savoir, on parlait tout à l'heure de Mobilis, de savoir si c'est une offre CFF only ou bien si c'est une offre qui est faite conjointement dans le cadre d'une communauté tarifaire ou bien dans le cadre de partenariats qu'on a avec d'autres personnes. Donc par rapport à ça, évidemment, ça changera aussi les canaux de communication. Puis ensuite, il faut voir qui est le public cible par rapport à cette offre. Pour nous, c'est très important. On ne va pas s'adresser de la même manière selon les publics qu'on veut atteindre. On l'a entendu hein, tout à l'heure, c'est important. Les gens qui sont inatteignables sur la route, il va falloir les trouver d'une autre manière. Donc par rapport à ces gens, si c'est une croissance par rapport à des gens qui ont déjà un abonnement général et on veut les faire utiliser plus l'abonnement général, ou si c'est des gens qui n'ont aucune idée des transports publics et puis qu'on aimerait au moins faire tester pour ça. Et là, globalement, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. D'une part, effectivement, si on veut transformer un petit peu, faire cette conversion de modalité, de modalité par rapport à ces gens-là, je crois que le premier point, c'est l'offre. Pour nous, si vous savez, vous allez juste leur dire venez sur les transports publics, mais voilà, à 8 heures le soir on arrête et puis on a un train toutes les 3 heures, on a peu de chances d'avoir beaucoup de volontaires. Si vous avez une bonne offre, et c'est pour ça que je disais il faut voir si ça correspond et que de l'autre côté, eh bien, tout à fait ce qui a été dit, que l'autre moyen, la route, etc., devient très compliqué, eh bien, vous avez de bonnes chances de convaincre au moins à tester le produit. Et puis, il ne faut pas non plus partir du principe que c'est l'un contre l'autre. Nous, on est plutôt dans une intégration des différentes formes de mobilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre plateforme intègre toutes ces formes-là. Et on va passer à une ère nouvelle, d'ailleurs, où aujourd'hui, on intègre surtout les moyens de transport qui sont sur notre plateforme. Mais demain, on aimerait mettre tout le monde qui n'y est pas aussi. Alors, on a déjà intégré les piétons. On voit la distance qui reste à faire et aussi tout de suite le chemin juste hein, pour aller sur le dernier bout. Donc, on a déjà cette partie-là. On intègre tous les autres transporteurs qui sont dedans. Mais on aimerait aussi intégrer très rapidement tous ceux qui n'y sont pas. Typiquement, les Mobility et les vélos, etc. Toutes ces autres formes sur une seule plateforme. Et vous avez une palette de choix qui va venir vous proposer ces services. Voilà, une fois que vous avez défini ces éléments, l'offre, etc., eh bien, vous allez choisir le bon canal. Alors, il y a deux sortes. Hein. Il y a un canal qui est très prisé, qui est le plus facile. Le moins cher aussi, c'est les réseaux sociaux. Avec un danger, c'est que au bout la première heure, vous serez peut-être le roi du monde, avec le meilleur produit du monde, on le voit. Et puis, 2 heures plus tard, vous allez voir toute une série de commentaires et vous serez le pire. Et là, vous prenez le risque. Tous ceux qui avaient tenté de vouloir s'y mettre un moment, eh bien, vont peut-être y renoncer parce qu'ils vont voir les commentaires des autres qui ne seront pas forcément positifs. Donc ça, c'est un risque, mais au moins, vous touchez un maximum de monde et ça vous met un peu la pression d'éviter d'avoir des commentaires trop négatifs et ça, c'est aussi un point. Sinon, on reste le ferroviaire, on reste une entreprise un petit peu ancienne.
Et donc, on va quand même continuer, une fois qu'on a utilisé l'Internet, les réseaux sociaux, notre application, qui est aussi un vecteur de communication très important, eh bien, on va quand même rester sur le print, on va quand même rester sur les communications. On a dans les gares des grands panneaux de communication, mais ça ne va pas toucher ceux qui ne viennent pas dans les gares. Et puis, bien sûr, la presse, la télévision et ces moyens-là, on peut pas, en tout cas, nous, on ne peut pas les exclure parce qu'on a quand même un public très large. Vous avez un ordre d'idée de grandeur entre offline et online, par exemple? Alors, c'est un peu comme la vente des billets. Au début, tout le monde allait acheter son billet au guichet. Et puis, ensuite, on a mis les bornes. Et puis, une bonne partie des gens ont passé sur les bornes. Ensuite, on a mis la vente sur Internet. Et maintenant, elle est pratiquement digitalisée puisque vous pouvez l'acheter sur votre application. Et on voit ce qui était avant tout print ou tout, je dirais, moyen conventionnel diminue très fortement. Et puis les autres, alors ce n'est pas le budget, hein, parce que le budget n'est pas le même non plus, mais les autres prennent de plus en plus de place. Et je pense que c'est l'évolution dans laquelle on est. Dans quelques années, vous n'avez plus personne qui va aller acheter son billet au guichet. On dit souvent les personnes âgées, mais ce que je constate aussi, moi, c'est que les personnes âgées sont celles... Très souvent, je vois mon papa, par exemple, il est le plus svelte à aller sur une application ou une autre pour trouver le meilleur moyen de trouver la chose. Mais globalement, vous avez d'ailleurs pris le parti de personnifier ça avec une personne âgée, hein, celle qui fait la pub pour l'application, c'est pas... C'est une vraie personne. Hein. Oui, mais c'est pas une trentenaire, c'est ça que non, parce que effectivement, c'est pas la génération actuelle des jeunes qui sont nés avec un portable ou qui sont nés avec tous leurs plaquettes, etc. C'est ces gens-là qu'on essaye de convertir. Mais alors, c'est beaucoup plus facile, ce que je pensais aussi. On voit qu'il y a... Une fois que vous leur expliquez bien, etc., ils ont plus de temps aussi pour apprendre et puis pour prendre le temps de faire les choses. Et ça va très vite. Donc, effectivement, c'est ce public-là. On parlait tout à l'heure du public cible. À travers ces applications, ce n'est pas forcément ceux qui sont déjà tous les jours sur les applications et qui savent toutes les ficelles de trouver le meilleur moyen de transport, mais c'est les personnes encore qu'on doit convertir. TPC, ratio offline, online, vous avez aussi un petit peu des chiffres? Des chiffres pas, mais par contre, je confirme, c'est vraiment un mix à nouveau. Hein. On a des personnes sur les réseaux sociaux qui réagissent dans l'heure à des choses qu'on va dire. Et j'ai moi-même personnellement informé des gens dans des séances publiques à l'ancienne. Hein. Vous venez, vous partez avec la bouteille de vin, c'est super cool. Et c'est des fois 1 mois, 2 mois après la mise en place du service, et on est encore en train d'expliquer comment fonctionne l'offre. Et ça, c'est 2 extrêmes. Il y a tout au milieu. Donc, quand on a mis en place notre réseau urbain Moby-Chablais cette année, en fait, on a dû faire pas seulement les nouveaux moyens, pas seulement les anciens, mais tous. Donc, on a même augmenté finalement notre travail, puisqu'on a fait la télé, on a fait la radio, on a fait la presse écrite et tout, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi les séances publiques, la participation à tous les bulletins communaux pour que tout le monde en soit sûr qu'il ait bien reçu l'info. On a même fait des tout-ménages. Enfin, c'est-à-dire que ça se démultiplie. Peut-être qu'avant, c'était plus simple, on faisait une opération, puis ça partait. Là, on a fait une dizaine en parallèle, et on a toujours touché des gens différents à chaque fois. Et on a même développé une application, puisque là je rejoins aussi ce qui a été dit au départ sur l'offre. Ce qui compte, c'est vraiment le produit avant tout. Et notre produit intègre le client dans la définition même du transport, c'est-à-dire qu'on a des bus qui modifient leur trajet en fonction des demandes. On a créé une centaine d'arrêts grâce à ça, pour un budget qui est proche de ce qui aurait été fait dans les moyens traditionnels. Le premier jour d'ouverture, on a des gens qui rentraient de boîte de Lausanne à la première course. Ils arrivent, c'est celui-là le bus pour Saint-Trifon, comme s'il était là depuis 10 ans. Et à côté de ça, vous allez dans une séance publique spéciale personnes âgées, vous avez 400 personnes âgées d'un coup. Et vous installez des apps sur des Natel avec la fonction Zoom qui fait qu'on ne peut même pas voir bien la carte. Et on doit mélanger tout ça. C'est une telle diversité que je pense que c'est même peut-être plus dur qu'avant. Mais peut-être qu'on va réussir des plus belles choses qu'avant aussi, puisque le transport public, c'était quand même un milieu, il y a quelques dizaines d'années, qui était en décroissance. Hein. Il y a eu RAL 2000 et tout ça, c'était un peu pour le sauver. Aujourd'hui, on est en pleine croissance. Voilà, donc on a le fruit de cet effort. Et techniquement, comment on fait, suivant la taille de vos structures? Moi, je me fais moins de soucis pour vous, la grande régie, mais peut-être pour vous, Madame Lebas, avec 5 personnes.
Est-ce que on arrive à se faire entendre? Est-ce qu'on arrive à mettre toutes les ressources? Est-ce qu'on arrive à gérer ça pour contenter ceux et celles qui veulent en savoir plus, qui doivent peut-être consommer vos services? Alors, je sais que là, vous n'avez rien à vendre, mais peut-être être sensibilisé par votre cause, par la cause que vous défendez. Bon, je crois que ça dépend à chaque fois des thématiques, mais la transformation des gares, ce que vous avez mentionné tout au début, c'est un enjeu énorme. Aujourd'hui, les gares sont plus juste des lieux de transport, mais sont des morceaux de ville avec plein d'autres services. On les traverse typiquement à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel. C'est des gares qu'on traverse simplement à pied pour aller d'un endroit à l'autre. Et puis, dans toutes ces mutations actuelles, ben là, nous, on peut avoir un rôle à jouer en discutant plutôt avec des partenaires très précis, les CFF ou d'autres acteurs, pour essayer d'obtenir de la qualité, pour attirer l'attention sur le fait qu'on n'est pas juste sur du flux de passagers qui sort d'un train, qui rentre dans un autre, mais qui a toute une autre fonction urbaine. Et puis, les gens, ils sont déjà là. Enfin, vous l'avez déjà tous constaté à la gare de Lausanne le soir ou le matin. Donc, vraiment essayer d'anticiper puis de sensibiliser là-dessus. Donc, je crois que nous, on a plus à gagner par des partenariats avec d'autres partenaires un peu plus grands. L'accueil est ouvert? Vous arrivez facilement à créer ces partenariats? Aujourd'hui, plus personne nous regarde en rigolant. Il y a 15 ans, c'était encore clairement pas le cas. Mais aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il faut planifier la ville avec le vélo, avec la marche. Et puis... Après, ça se complique quand il faut mettre du budget ou quand il faut mettre des priorités. Mais sur le principe, sur le fait que c'est essentiel puis qu'il faut viser de la qualité, je crois que tout le monde est d'accord. Je reviens sur la question du workflow pour toi, André. En plus, là, c'est un peu particulier parce que Gaznat n'est pas le fabricant de ce produit, mais plutôt un co-acteur, puisque ce sont des véhicules de marque connue. Il faut mettre du gaz dedans. Quelles sont les étapes, justement, pour promouvoir... ces produits qui sont proposés à la vente? Bon, les produits, effectivement, j'ai appris le mot avant par Victoria Marchand, que je faisais du marketing non marchand. Effectivement, je crois que j'adhère pas mal à cette définition-là. Mais si vous voulez, l'industrie gazière en Suisse est assez particulière. C'est des anciens services industriels, c'est des entreprises qui sont devenues privées aussi, mais qui vendent du gaz aussi. Donc, l'entreprise qui m'emploie est le fournisseur de gaz à haute pression. C'est pour ça que à haute pression pour la Suisse romande. C'est pour ça que mes activités pour la Suisse romande sont rattachées à Gaznat pour des raisons, on va dire, administratives, un peu géographiques aussi, qui est très pratique, je tiens à le dire. Et par rapport au processus de mettre en place des nouvelles choses, ça se passe par des commissions, des discussions, des téléphones informels avec des gens qui sont concernés, qui ont des points de vue à dire. Et puis ma manière de bosser, c'est d'aller vers le plus possible de gens différents, de soumettre des idées, de tester des idées, et puis de voir si ça, voilà, il y a un assentiment pour ces idées, pour ce qu'on peut faire ou ce qu'on va faire. Et puis après, je fonce, voilà. Et dans les events, dans les moyens, je sais que tu es présent au Salon de l'Auto. Est-ce qu'on pourrait imaginer un transport public, la mobilité piétonne, la grande régie, être aussi présent à ce genre de rendez-vous pour peut-être un petit peu forcer la main dans le message, dans la sensibilisation, dans la communication? Là, tu me donnes une jolie perche. Effectivement, le salon de l'auto, on ne doit plus l'appeler tel quel, c'est le GIMS, donc pas maître, mais GIMS comme Geneva International Motor Show. Et je suis le premier à souhaiter que le M de Motor Show devienne Mobility Show et qu'on puisse avoir effectivement une vision beaucoup plus large des moyens de transport. Et je pense que le salon de l'auto, j'aime bien le terme de salon de l'auto quand même, a un nouveau directeur maintenant, un gars qui vient aussi du monde digital, et va être obligé de se bouger très 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 rapidement parce qu'il perd des visiteurs chaque année. Je suis allé récemment à Francfort, au salon de l'auto de Francfort, et là ils ont moins 30% de visiteurs, 22 exposants qui ne sont pas du tout venus. Donc le salon de l'auto en tant que tel est, on va dire, un modèle en péril et qui doit muter. Et je pense que le salon de l'auto de Genève va devoir bouger très très rapidement pour rester au goût du jour, clairement. Si je peux, deux remarques sur le commentaire aussi de Madame Lebas après. Par rapport au salon de l'auto, j'aimerais dire qu'on était présent. Donc, c'est pas là qu'on nous attend le plus. Et on est présent parce qu'on a une offre multimodale qui est aussi, alors pas avec le gaz, mais avec l'électricité, puisqu'on avait ce qu'on appelle cette Green Class qu'on a introduit. Et c'est sous ce chapeau-là qu'on était présent au salon de l'auto, puisqu'il y a une complémentarité auto-train.
Maintenant, par rapport au déplacement piéton, notre stratégie actuellement, et je dois dire, je passe plus de temps là-dedans que d'attirer les gens, parce que les gens, alors on a peut-être de la chance, mais il y en a presque trop dans nos trains parce qu'on n'a pas encore l'infrastructure adaptée pour pouvoir doubler la capacité. C'est ce qu'on est en train de préparer. Et donc, on a deux stratégies. L'une, et on fait beaucoup de promotion pour cela, c'est-à-dire d'encourager le home working, sous deux formes, ce qu'on appelle un programme WorkSmart pour les entreprises, et puis également avec les institutions cantonales, les écoles, etc., pour déplacer quelque peu les horaires, pour que tout le monde ne prenne pas le même train à la même heure. Donc ça, c'est une chose. Et puis avec le WorkSmart, il y a quand même tout un volet de travail à domicile, où on encourage les gens, les entreprises plutôt, à faciliter cette possibilité pour leurs employés. Et puis, non seulement on le dit, mais aussi on offre un certain nombre d'éléments pour les stimuler aussi à encourager ce mode-là. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui est très importante, c'est pour les personnes qui ont été voir, je parlais tout à l'heure du Léman Express, les gares du C20. C'est les gares du futur. En principe, auparavant, la gare, c'était le lieu d'arrivée et de départ. Maintenant, c'est des lieux de vie. Et dans les nouvelles gares qu'on a construites, en particulier sur Zurich, mais aussi à Genève, que ce soit à Lancy-Pont-Rouge ou aux Eaux-Vives, typiquement, mais aussi à Chênebourg, c'est des emplacements où vous trouvez tout sur place. Alors, au fond, vous avez en principe le train, ça reste, il y a la possibilité, ce sera le Léman Express. Aux étages supérieurs, vous avez toutes les autres formes de transport, dont le vélo. On parlait tout à l'heure des vélos où les gens peuvent parquer, etc. Mais ensuite, au rez-de-chaussée, vous avez les commerces. Donc, les gares sont devenues des lieux de commerce. Je pense que ce n'est pas un scoop. Si vous allez à Zurich, vous n'arrivez plus à retrouver. C'est un gigantesque mall. Et Genève va aller aussi dans cette direction quand on fera la gare souterraine. Mais d'abord, il y aura celle de Lausanne, qu'on aura aussi ça. Et puis ensuite, vous avez les premiers étages, parce qu'on construit des bâtiments en dessus. Maintenant, on a construit des quartiers entiers. Et dans les premiers étages du bâtiment, vous avez ce qu'on appelle... Alors, ce n'est pas des surfaces commerciales, ce n'est pas des bureaux non plus. C'est plutôt des cliniques. Par exemple, typiquement aux Eaux-Vives, il y a plusieurs cliniques, que ce soit dentaires ou pour la santé d'une manière générale, qui seront là. Donc, c'est des besoins, c'est des choses qui correspondent à un besoin. Et puis, dans les étages supérieurs, vous avez les habitations. Donc, globalement, vous pouvez vivre quasiment en autarcie autour de votre gare. Puis aux Eaux-Vives, vous avez encore la partie culturelle, puisqu'il y a la Nouvelle Comédie juste à côté. Mais disons, ça, c'est pas nous, ça, c'est la ville. Donc, vous voyez, on est dans une dynamique actuellement où tout est contradictoire. D'une part, on veut faire venir plus de monde dans les trains ou dans les transports publics d'une manière générale. D'autre part, on dit non, mais venez pas tous en même temps. Travaillez aussi un peu différemment, économisez-vous, etc. Essayez de vivre un peu plus sur votre lieu de vie pour éviter les transports, pour aller en périphérie faire vos achats. Et puis, en même temps, tout évolue très rapidement. Il y a ce besoin. On peut prendre aussi, il y a quelques années en arrière, il n'y avait plus personne qui prenait les trains de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On les a supprimés, puisque ça ne correspondait plus à un besoin, j'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, tout le monde nous reproche de ne pas avoir les trains de nuit. Et on devrait les avoir demain matin. Alors, évidemment, on va suivre, puis j'ai dit, il faut répondre à la demande, il faut écouter ce que veulent les clients. Dans 2 ans, il y aura de nouveau des trains de nuit. J'espère que la dynamique actuelle restera, mais je pense que cette dynamique du climat est bien lancée et puis qu'elle va être préservée. Et je crois qu'on n'a pas trop le choix non plus. Et voilà, donc c'est difficile. Vous savez, le ferroviaire, quand vous décidez un truc, il faut... Alors, pour prendre le CEVA, le Léman Express, ça a été signé, la construction, il y a plus de 100 ans. Donc, vous voyez le temps qu'il faut. Bon, et on ne va pas plus vite aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les recours, les oppositions, etc., on a déjà pris 5 heures dans la gare de Lausanne, rien que pour la partie... on n'agrandit pas la gare. Globalement, on refait la gare actuelle. Et donc, ça, c'est aussi des éléments à prendre en lieu. Et ce qu'on conçoit aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, j'espère que ce sera valable pour une certaine période, ce qu'on conçoit aujourd'hui, le doublement de la capacité. Peut-être qu'il n'y aura plus personne dans les trains dans 10 ans, parce que tout le monde sera téléporté ou je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est un grand pari, c'est un énorme défi, mais c'est une période fascinante. Woody Allen disait que c'était bien la télétransportation, mais les bagages arrivent toujours en retard. C'est pas très pratique. Je vous prends au mot par rapport à cet éternel recommencement, puisqu'effectivement, on a entendu parler de ce projet, je crois que vous êtes aussi au courant, de réhabiliter le Tonkin, ce fameux train qui allait jusqu'à Évian. Vous êtes à dire que vous écoutez effectivement le public, les usagers.
quels sont les moyens que vous mettez en place pour avoir ce retour concret à l'exemple de ce train qui va renaître de ses cendres et qui va être une véritable solution pour le coup. Vous aviez été innovant, par exemple, les CFF a proposé des appels Skype sur certains distributeurs de billets pour pouvoir poser une question directement à un spécialiste CFF à l'autre bout. Comment on fait pour vraiment entendre le client ? Et je ne parle pas de sondage ou de quelques pages Facebook. Quels sont les vrais outils que vous mettez en place pour avoir ce retour ? Alors, ce n'est pas direct. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mobilité, c'est ce qu'on vient de dire, il y a beaucoup d'années d'attente entre la décision et la réalisation. Et pourquoi ? Notamment parce que tous ces investissements sont énormes. Rien qu'au TPC, vous voyez ça comme un réseau de petits trains. Aujourd'hui, on atteint quasiment le milliard de programmes d'investissement. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, pour ça, on passe forcément par une partie de notre business, passe par le milieu politique qui décide ou pas d'octroyer cet argent en tant qu'investissement pour valoriser toute notre région, notre territoire. Et donc, c'est un double jeu finalement. On a le client qui est le juge final en achetant des billets, et ça, on peut le sonder très facilement avec des moyens classiques, mais il représente finalement que 20, 30, 40% du business. Et à côté de ça, il y a toute la décision à long terme qui, elle, passe par la politique. Et passer par la politique, c'est la Confédération, le canton et toutes les communes. Et à chaque fois qu'on doit mettre en place une offre très très locale, c'est une commune, 2 communes, 3 communes, 4 communes. Et eux, ils ont tout le système, je dirais, politique local, de dialogue avec la population. C'est des vraies séances publiques, des vraies concertations, beaucoup de pédagogie, de discussion, mais aussi beaucoup d'écoute. Parce que nous, on a peut-être une vision un peu technique. On dit, le train, il faut qu'il aille tout droit, ça va plus vite. Mais finalement, non, la population a préféré qu'il fasse un peu moins de bruit ou finalement qu'il s'arrête 2 fois plus parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de marcher. Désolé, 800 mètres de plus que s'il y avait une gare juste à côté, ou de faire une correspondance en bus. Et ça, c'est le milieu politique qui nous sert beaucoup d'entrée. Nous, on a un exemple frappant en ce moment, c'est qu'on est en train de prolonger quasiment toutes les lignes ferroviaires pour les interconnecter au monde de la remontée mécanique. Et puis, on a des réactions dans chaque commune qui sont très différentes. On a des communes qui poussent, des communes qui s'interrogent, des communes qui freinent. Et elle représente vraiment la population et on est à service de cette population, donc on écoute. Et puis des fois on influence un petit peu, mais on n'a pas un pouvoir non plus énorme sur, disons, l'état d'esprit ambiant. C'est vraiment ça qui règne. Alors ce n'est pas des sondages par personne, c'est vraiment une mouvance sur du long terme. Mais comment on fait pour que, après je ne sais pas combien de dizaines d'années, on réhabilite une ligne comme le Tonkin, on déterre à nouveau les lignes de tramway qui avaient existé il y a 50 ou 100 ans. Comment ça se passe pour que ça revienne comme ça au goût du jour ? Alors, bon, les habitudes changent, on l'a dit tout à l'heure, mais je suis assez prudent avec réhabiliter les anciennes lignes. On a l'expérience, alors c'est pas le Tonkin à l'heure actuelle, mais c'est quand même le Del-Belfort. Je sais pas, on est un peu loin du Jura, mais enfin, c'est quand même une ligne qui a été à coût de dizaines de millions remise en état. C'était une ligne qui existait avant et qui va maintenant, depuis la Suisse, vous pouvez aller depuis Boncourt, depuis Port-Entruy, depuis Delémont, jusqu'à Belfort TGV. Et donc, beaucoup d'espoir avait été mis dans cette ligne. Et aujourd'hui, je ne sais pas, on a une dizaine de trains, nous, plus la SNCF. Et on a une moyenne de 10-15 passagers par train. Donc, il faut être prudent, il faut qu'il y ait un marché. Ça, c'est typiquement, et là, tu l'as dit, c'est très souvent politique, ces décisions. Alors, la politique, souvent, c'est très bien, mais parfois, dans le cas présent, on fait des choses qui, malheureusement, au final, ne correspondent pas à une vraie demande. Et puis après, le deuxième point, c'est que les opérateurs, donc les CFF, la grande régie, n'est pas décisionnaire dans ce qui est de la mise en place des nouvelles infrastructures. C'est véritablement la Confédération et les cantons qui vont pouvoir donner leur avis pour le financement, parce que c'est eux qui vont les financer, ces nouvelles infrastructures. Et puis, dans le cas du Tonkin, il y a une deuxième difficulté qui est aussi très importante, c'est que jusqu'à Saint-Gingolph, Suisse, la ligne existe. On parle vraiment de réhabiliter une ligne en France. Alors les Suisses sont tout enthousiastes pour ça et c'est justifié. Alors là, ce ne serait pas le même problème qu'on a rencontré à Del-Belfort parce que le potentiel est énorme. J'étais l'autre jour à la commune des Évouettes, là on a pour un tunnel d'évitement, etc. Mais il y a quand même 17 000 véhicules par jour qui passent là-devant. Je ne sais pas si vous connaissez la route, mais ce n'est pas une autoroute. Oui, clairement. Et donc là, il y a une question de qualité de vie, ça correspond à un vrai besoin. Et côté français, ils ont beaucoup de volonté à le faire. Il leur manque une chose, mais qu'heureusement, on est en Suisse, ils n'ont pas l'argent.
Et donc, souvent, d'ailleurs, une bonne partie des nouvelles lignes qui ont été réhabilitées, que ce soit celle du haut budget pour le TGV qui va sur Paris et puis Genève, que ce soit celle de Delbelfort, très souvent, c'est la Confédération suisse qui finance une bonne partie. Et là, la Confédération suisse a mis des montants très importants dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de Prodes pour faire les études, et la France aussi d'ailleurs, ce qui est étonnant. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté tôt ou tard de la remettre en fonction. La question est de savoir si c'est tôt ou tard. Moi je pense, mais ça n'engage que moi, que ça ira beaucoup plus vite que ce qu'on peut craindre, dans le sens où, comme je le disais, à la fin de l'année, on va mettre en route ce Léman Express qui va jusqu'à Évian. Et on va se rendre compte que finalement, il manque à peu près 15-16 km pour compléter le tour du Léman. Et on voit déjà dans le logo du Léman Express, il fait tout le tour, en parenthèse. Donc je pense qu'une fois qu'on aura démontré l'utilité et le succès du Léman Express, le Tonkin sera une formalité. Et on aura plein de Valaisans qui, le dimanche soir, prendront le train au lieu de rouler de ce côté-là du lac Léman. Une question un petit peu pour vous tous. Marketing de la mobilité, c'est vendre de nouvelles offres, vendre la mobilité ou les deux? Qui c'est qui ose s'essayer à me donner une réponse? Je pense que vendre la mobilité, ce serait un peu suicidaire. On n'a pas intérêt à ce que les gens se déplacent plus pour je dirais, un quelconque bien-être économique. C'est plus une consommation de ressources, la mobilité. Ça apporte beaucoup de choses socialement, mais on ne va pas dire aux gens, vous n'avez pas pensé, là, demain, vous avez l'occasion de vous déplacer 3 fois de plus que ce que vous avez prévu. Ça, je pense que ça intéresse personne. Au contraire, les initiatives de télétravail ou autres, elles vont dans le sens totalement inverse. D'autant plus que si on dit aux gens, allez tous demain, ils vont y aller tous en même temps, il faudra acheter des trains qui vont rouler 1 heure par jour. Donc c'est pas forcément ça qu'on fait. On fera plutôt une meilleure mobilité. Donc c'est quelque chose de peut-être plus efficace ou mieux réparti dans la journée, ce genre de choses-là, où on va peut-être essayer d'agir pour rendre les choses économiquement tenables. Parce que je parlais de l'autoroute tout à l'heure, de ne pas devoir l'élargir. Si vraiment il faut le faire, ça va coûter très cher les quelques déplacements supplémentaires par rapport à ce que coûtent aujourd'hui ces déplacements. Donc on n'a pas intérêt à ce que la mobilité augmente. Mais elle augmente quand même. Alors ça, c'est le deuxième point. C'est que tant qu'à augmenter, autant qu'elle le fasse de manière efficace. Et là, on viendra peut-être par une deuxième couche. Et puis peut-être tu peux continuer sur cette lancée. Alors peut-être un petit complément. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un transfert modal. C'est-à-dire, mais pas pour des raisons de business. C'est pas ça, c'est vraiment un transfert modèle pour améliorer la qualité de vie. Et c'est pour ça que je disais, on ne peut pas dissocier les transports publics quand même, les transports publics d'une manière très générale de la société. Typiquement Genève, je suis désolé, je prends l'exemple parce que je pourrais prendre aussi Vaud avec le RER, la gare de Lausanne, etc. Mais Genève, c'est assez emblématique parce que c'est vraiment beaucoup... Dans le Vaud, on est beaucoup plus proche de Berne, vous parliez tout à l'heure, de certaines régions qui sont beaucoup plus orientées vers les transports publics. Genève, on est quand même beaucoup à l'ère de la voiture, malgré que c'est une ville. Et globalement, ce qu'on veut à Genève, c'est enlever une bonne partie, et ce n'est pas notre vœu à nous unique, c'est le vœu de la population, c'est le vœu des autorités, c'est le vœu aussi de l'ensemble de tous ces Français qui viennent chaque jour travailler en Suisse et qui font des heures dans le trafic, c'est de leur donner une offre qui leur permette d'arriver efficacement à leur travail. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on veut aboutir avec le Léman Express dans la première phase, c'est alléger le trafic au cœur de la ville de Genève d'environ 12%. C'est l'objectif qui est fixé pour les 3 premières années, ce qui correspond, il ne faut pas croire que ça va être vide, ce qui correspond quand même au trafic en été. Et tu disais tout à l'heure, quelques pourcents font une différence. Oui, 12%, c'est énorme. Là, vous pouvez circuler d'une manière beaucoup plus fluide. Alors, le deuxième volet, c'est que, évidemment, il y a toujours des petits malins. Ils vont dire, si tous les autres ont pris le train, eh ben, moi, je vais pouvoir circuler plus facilement en voiture. Donc, il faut, avec les autorités, qu'il y ait aussi un volet qui encourage à prendre les transports publics, à nouveau pas pour des motifs financiers, mais pour des motifs de qualité de vie.
Et si vous, comme l'a annoncé M. Dalbusco, qui est le conseiller aux États à la mobilité, on diminue de 4000 entités les places de parking à Genève, vous doublez le prix des parkings. Alors là, évidemment, alors c'est très critiqué, mais globalement, ça stimule beaucoup plus les vocations à utiliser les transports publics. Donc voilà, il y a une offre est importante. Il faut aussi prendre en compte la qualité de vie que ça peut apporter. Mais le but, ce n'est pas de faire venir plus de monde à Genève par les transports publics, mais simplement qu'il y ait ce transfert modal. Je vous taquinais par rapport à cette question, mais vous avez lâché le mot, vous avez parlé de télétravail, le home office. Ce matin, pour prendre un exemple super concret, j'ai dû attendre 4 métros pour simplement faire Gare de Lausanne, Le Flon. Alors merci au TL d'avoir prévu des rames de métro vides, ce que j'ai découvert ce matin, puisqu'effectivement je suis debout depuis 5h30 avec du transport en commun. Mais sincèrement, comment on peut faire changer les mentalités le télétravail, on voit bien que c'est pas du tout encore à l'ère du temps, parce qu'effectivement ce matin j'ai vu que des gens qui allaient tous au travail à la même heure, et ça je pense que c'est dans les trains, dans les voitures, partout, même à pied. Comment on arrive à véhiculer le message que là aussi il faut que le travail se réinvente? Pardon. Je crois que le message, il ne faut pas l'envisager comme quelque chose d'extrême. Dire aujourd'hui, vous ne devez plus avoir de voiture, vous devez toujours travailler à la maison, tout ça, ça ne marche pas. Nous, on a fait quelque chose tout bête. On a acheté des trains il n'y a pas trop longtemps. On a mis des prises électriques à chaque place. Et c'est pareil au CFF. Donc déjà, avant de parler de pur télétravail, on peut déjà valoriser l'heure passée dans le train comme une heure de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'acceptent pas encore ça. Hein. Ils disent non, je suis sûr que si tu es dans le train, tu vas dormir. Non, le train, on peut travailler réellement, surtout quand on est assis. Hein. Ce n'est pas comme dans un bus ou un métro. Et si déjà on faisait ça, ben, peut-être que les gens, certains, pourraient partir 1 heure plus tard tout en travaillant autant. Parce que leur heure de travail, elle est dans le train au lieu d'être la première heure dans le bureau. C'est comme les déplacements des heures d'école. On a pratiqué ça aussi à plein d'endroits. Ça résout beaucoup de problèmes. Mais pour ça, il faut discuter non pas de transport, mais de vie. Négocier d'être payé quand on est dans un train, c'est absolument pas une question de mobilité. C'est une question de conditions de travail, de conventions collectives, de choses comme ça. Donc c'est vraiment très intrusif finalement dans la vie, dans le mode de vie, et ça se fait pas trop rapidement. Moi, je rebondis un peu dessus, hein, mais on a le même problème chez nous aussi dans notre propre entreprise où certaines personnes peuvent bosser en télétravail, dont je fais en partie, certains directeurs aussi, mais le reste des collaborateurs doivent bosser, doivent venir au travail. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal aussi un problématique générationnelle. Donc, quand des gens de mon âge arriveront à ces postes de directeur, ben, pour eux, ce sera tout à fait normal et ça se mettra en vigueur un peu naturellement, j'ai l'impression aussi, parce que je crois qu'on a, ça dépend dans quel domaine, dans le domaine d'activité, on a des missions à remplir, on n'a plus forcément des tâches à accomplir ou des pièces à fournir, donc je suis partie du principe que ça va évoluer, je pense, dans le bon sens. Quoi. Est-ce que ça fait partie aussi des messages de sensibilisation avec les partenaires avec qui vous travaillez, les amener à réinventer le travail, à se déplacer peut-être pas aux mêmes heures? Oui, alors la réflexion sur les heures de pointe, c'est clair. Après, il y a aussi plusieurs systèmes de transport public qui travaillent aujourd'hui pour désencombrer les heures de pointe. Donc, soit le métro de Paris, soit à Londres, où c'est l'entreprise de transport public qui paye des recherches et des projets pilotes pour sortir les gens sur 1 ou 2 arrêts type Gare Flon qu'on peut faire à pied, donc par des moyens simples. Sortant de la gare, un rappel, vous devrez attendre 4 rames avant de pouvoir en monter dans une. Si vous montez à pied, vous êtes en haut dans 5 minutes. Enfin, il y a tout un travail au niveau aussi promotion de la santé, parce que c'est aussi un moyen d'avoir bougé un peu en intégrant ça dans sa journée. C'est vrai que c'est pas le transport, c'est plus juste du transport, c'est une activité dans la journée. Alors oui, j'aurais pu monter le petit chêne à pied, c'est quand même un peu raide. Mais par contre, j'utilise une technique qu'un ami m'a donnée. C'est d'un point A à un point B en bus, c'est de sortir 1 ou 2 arrêts avant. Ça a l'air tout bête, mais effectivement, a priori, ça permet de s'oxygéner, de passer un peu plus de temps dans autre chose, quelque chose de pas forcément agréable suivant comment, si c'est bondé. Et j'avoue que c'est pas mal comme technique. Mais ces messages de sensibilisation, est-ce que vous pensez que vous êtes écouté dans l'idée de faire changer le travail, ou alors, comme le dit André, c'est une histoire de génération, il va falloir malheureusement attendre, plus tard, ça rentrera dans les mœurs? Moi, je vais peut-être répondre à ça parce que je faut être positif. Hein. Honnêtement, on a commencé ce programme il y a 3 ans.
Et bon, on a été regardé de travers, hein, parce qu'il fallait que... les plus difficiles, hein, parenthèse, c'était quand même les administrations publiques. Et honnêtement, il y a 3 ans, c'était un no-go. Il fallait que tout le monde entre en service entre 7h30 et 8h30. Alors, s'il devait venir utiliser le transport public, évidemment, c'est tout le monde le prend à la même heure. Et aujourd'hui, vous avez peut-être vu en début d'année, le canton de Vaud, par exemple, a énormément flexibilisé ses horaires de travail en permettant, selon des départements, jusqu'à 50% du temps en home working. Et là, on rencontre la même chose avec beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, qui incitent même et payent des billets à leurs collaborateurs, leur payent une partie de l'abonnement général ou du demi-tarif, ou leur offrent le demi-tarif. Il y en a beaucoup qui ont fait ce pas et qui sont à la fois pour les transports publics et d'autre part aussi pour flexibiliser le travail quant aux heures d'entrée en service ou au télétravail. Donc là, on peut pas dire le contraire. Et puis l'autre chose, c'est les universités ou les HEVS, HEV, comme on dit. Oui. Où là aussi, alors il y a une centrale à Delémont, on a coordonné un petit peu, mais globalement, là aussi, et on a changé par exemple le PFL. Alors bon, évidemment, ils ne commencent pas tous à la même heure, hein, mais il y a eu des variations de cours d'une demi-heure qui ont permis de complètement désengorger le trafic. Alors pour nous, c'est important, et ça, c'était l'expérience qu'on a faite aussi, c'est important de coordonner la chose avec tous les autres acteurs. Parce que si on s'est mis d'accord avec le PFL disons, déplacer d'une demi-heure certains cours, et puis alors les gens vont prendre une demi-heure plus tard. Et les TL qui n'avaient pas été dans la boucle la première fois, eh ben, eux, ils avaient déjà enlevé leur service d'heure de pointe, donc il y avait beaucoup de travail, et ça s'est trouvé bondé dans le même cadre. Donc, la collaboration, la multimodalité, tous ces éléments, ils ne peuvent pas être dissociés. On ne peut pas faire chacun dans notre coin quelque chose. Les autorités ont un rôle extrêmement important à jouer. Et puis, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais honnêtement, on n'aura probablement pas besoin d'attendre une génération. Ça va très, très vite. Moi, j'ai un exemple. C'est la notion de plan de mobilité, en fait, dans les entreprises. Et on a eu un succès dans le Chablais qui n'est pas du tout grâce à nous. C'était une initiative d'une entreprise qui a fait ça toute seule. Ils ont payé un bureau pour calculer. En fait, ils ont un terrain avec un bâtiment et puis avec plein de places de parc. Et puis, il fallait faire un deuxième bâtiment. Pour faire le deuxième bâtiment, il fallait enlever les places de parc parce que c'est quand même beaucoup plus rentable un bâtiment avec des gens qui produisent que des caisses en métal qui attendent toute la journée. Résultat, ils ont pris des bureaux, en fait, il y en a pas mal qui font ça et même les entreprises de transport se profilent là-dessus aussi. Un plan de mobilité d'entreprise. Alors là, c'est du pur marketing, hein. On va prendre chaque personne d'après le registre RH et on lui demande t'habites où, tu vas où, voilà, etc. Et puis, ouais, toi, la bagnole, ok, celui d'à côté, non, le transport public, c'est parfait. Et d'autres intermédiaires, on va jusqu'à demander au réseau de transport, ben là, on en a 10, s'il y avait un bus là, comme ça, en plus, ben ça réglerait le problème. Donc, c'est une véritable interactivité, on définit à la fois le produit et en même temps, on communique dessus, c'est tout en même temps. Et puis, pour finir, cette entreprise a construit son bâtiment et dans le nouveau réseau Mobi Chablais qu'on a ouvert cette année, on a mis un arrêt sur demande à cet endroit-là. Il est commandé à certaines heures, quasiment une fois sur deux. Donc alors qu'il n'y avait pas d'offre cadencée il y a une année. Donc on voit que ça donne des résultats immédiats. L'entreprise a gagné finalement de l'argent, a plutôt arrêté même d'en perdre, on va dire, en payant un terrain pour rien. Et puis nous, on a des clients par dizaines. Et ça, c'est des initiatives que toute entreprise peut faire. Et je pense qu'on a un rôle à jouer dans les entreprises de transport, c'est expliquer que c'est possible et que ce n'est pas une fatalité que chacun paye des surfaces pour ça. Vous me tendez la perche avec un bâtiment qui est sorti de terre après 10 ans de travaux, le nouvel hôpital de Vaud-Riviera, enfin les Valaisans, les Vaudois, voilà, qui se mettent ensemble pour que cet hôpital voie le jour. La mobilité est partie prenante de ce projet. Comment vous avez vécu la collaboration ou la non-collaboration avec ce projet important, puisqu'effectivement, il faut des collaborateurs qui viennent travailler dans cet hôpital, il faut des patients, il faut peut-être des visites, il faut de la voiture, du transport en commun. C'est juste à côté de l'autoroute, tout compte fait, c'est pratique, mais pour s'y rendre à pied, c'est une autre histoire. Comment ça s'est fait, par exemple, la collaboration avec un projet comme celui-là ?
Ce qu'il faut voir, c'est encore une fois des projets qui se discutaient il y a des dizaines d'années, hein, et c'est aujourd'hui en place parce que ça fait des dizaines d'années que tout le monde discute. Alors aujourd'hui, on a tous à dire ça aurait été mieux qu'il soit au bord d'une gare. Ok. Maintenant, il y a énormément de contraintes politiques, techniques et autres qui font que l'hôpital est à l'endroit où il est. Donc à la fois, on peut dire que c'est pas forcément l'emplacement idéal pour faire une mobilité optimale, mais n'empêche qu'à l'emplacement où il est, pour finir, il y a un trolleybus qui a été prolongé qui va passer toutes les 10 minutes. Le canton de Vaud n'a pas hésité à doubler la fréquence sur la ligne qui vient d'Aigle qu'on exploite. Carte Postale a restructuré son réseau aussi sous l'égide des cantons Vaud et Valais pour avoir une ligne cadencée toutes les heures qui dessert tous les villages jusqu'à Monté. Donc il y a derrière ça un plan de mobilité, comme je l'ai dit, avec un certain nombre de places de parc limitées. Et les gens vont devoir justifier qu'ils en ont besoin, sinon ils n'auront pas droit à la place de parc. Donc on est quand même dans une démarche au final très positive pour diversifier les modes d'accès à cet hôpital. Il y aura des places pour voitures, il y aura des transports publics, peut-être pas de la qualité parfaite, mais d'un niveau de qualité qui est déjà très bon, hein, et qui ne va pas s'arrêter à 18 h le soir. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur des bonnes initiatives. Peut-être juste un mot. Alors là je me rappelle les discussions qu'il y avait au début parce qu'ils ont supprimé beaucoup de places de parc. Avant, évidemment, ils avaient tous droit. C'est même un souci pour les collaborateurs eux-mêmes qui ne peuvent pas... Je parle des collaborateurs. Hein. Ouais, ah d'accord. Oui. Parler de ceci. Ouais, okay. Parce qu'il y a des nouvelles lois. Après, je reprends un exemple, hein, parce qu'effectivement, on est dans cette dynamique-là, on discute. Le plus gros employeur de Genève, hein, qui sont les HUG, ils ont aménagé leurs horaires pour que parce que pratiquement, je pense, 50% des employés viennent de France voisine, et donc pour qu'ils puissent utiliser le Léman Express à partir du 15 décembre. Donc, les tours de service sont pris, et puis ils ont regardé, parce qu'évidemment, il n'y a pas des trains toutes les 10 minutes pour aller sur Évian ou sur la vallée de l'Arve, d'où viennent le grand nombre de gens. Donc, c'est important. Et puis, une petite anecdote, dans le canton de Fribourg, une autre entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenu un certain nombre de places de parc, mais ils les ont mis à une distance telle, alors c'est bon parce qu'ils viennent tous à pied, qu'après ils se sont dit, bon, ben, finalement l'arrêt du bus il est quand même plus près. Donc il y a plein de moyens de stimuler un petit peu les vocations. Et puis ceux qui ont gardé la voiture, ben, ils font quand même un peu d'exercice puisqu'ils vont venir à pied. Je vais vous taquiner un petit peu, Monsieur Barbet, si je vous dis Paléo Festival, Fête des Vignerons. Comment on travaille le marketing d'un transport, enfin d'une solution de transport pour ces événements? Parce qu'effectivement, le Paléo fait partie du paysage. On a plein d'autres événements en Suisse où effectivement il y a une collaboration évidente. Mais on a le sentiment que pour la Fête des Vignerons, c'était peut-être un petit peu différent, ou en tout cas que la réaction à l'adaptation de la demande pour les visiteurs a été faite un peu plus tard. Vous avez peut-être un avis plus clair là-dessus ? Alors, je dirais l'exemple de la Fête des Vignerons, en tout cas en ce qui nous concerne, mais je parle des transports publics, hein, pas que nous, hein, mais MCL, etc., c'est l'exemple type d'une belle réussite. Hein. On a eu une grande partie des gens, donc 40% qui sont venus en transport public, malgré que les parkings étaient bien organisés, etc. On a organisé plus de 1000 trains supplémentaires. Je ne sais pas si vous vous rendez le nombre que ça fait. Et d'ailleurs, on n'avait plus de mécaniciens. Après, d'ailleurs, c'était dans la presse. Hein. Donc, ça a été véritablement une organisation en permanence avec tout un team sur place, etc. Et ça s'est mis ad hoc parce que la Fête des Vignerons, c'est quand même tous les 20 ans, hein, 20, 25 ans. Donc, on n'a pas un système routinier. Hein. Puis ceux qui ont fait la dernière, ils ne sont pas là, puis il n'y avait pas les mêmes volumes. Donc, je dirais, là, on a vraiment mis en place, au niveau du transport public, une organisation de choc. Hein. Moi, personnellement, que ce soit au niveau de la police ferroviaire, enfin de toutes les forces de police, parce qu'il y a un aspect sécurité qui n'était pas à négliger non plus, ou que ce soit les trains qui étaient prêts, parqués un petit peu plus loin du côté de chez vous, pour intervenir sur demande. Hein. On faisait venir, après les gens étaient filtrés, vous avez peut-être vu le dispositif, les gens rentraient, montaient sur le quai, hop, remplissait le train, mais le dispositif était bloqué parce qu'on disait 800 personnes, 800 montaient, on faisait partir le train, on arrivait le suivant. Un système qu'on n'a jamais fait dans le ferroviaire. Et donc ça, c'est très différent, d'autant plus que je dois dire honnêtement, on a eu très peu de collaboration avec la Fête des Vignerons. Hein. Ils ont travaillé dans leur coin, ils changeaient les horaires. Je crois même qu'ils ont annulé quelques spectacles. Mais alors bon, ça, c'est pas vraiment de leur faute non plus, mais ils ont remis des spectacles sans informer personne au niveau, en tout cas, du transport. Ils les ont mis à des heures complètement différentes où nous, on n'avait personne en place. Je veux dire, ça a été très compliqué. Et en amont, ils ont toujours refusé, ça, je crois que c'était une des plus grosses erreurs, de faire des billets intégrés.
là, on aurait eu 60% de gens en transport public avec des billets intégrés. Ce n'est pas le cas. Alors, on a cité le Paléo, le Montreux Jazz, qui sont aussi des événements répétitifs avec lesquels la collaboration, je dirais, est rodée. Hein. On a les trains, on sait exactement. Ils commandent par rapport aux besoins. On sait combien de personnes viennent. Il y a une très, très étroite collaboration et ils sont dans le PC de coordination. La Fête des vignerons, on ne les a jamais vus. Donc, globalement, alors, on leur pardonne, c'est un autre concept. Ce n'est pas des gens qui sont habitués à gérer forcément cette partie-là de l'événement. Mais je dirais que les transports publics ont un rôle social important. Je ne sais pas comment tous les cantons de Suisse auraient amené autant de monde à leurs différentes représentations, puisque chaque fois il y avait un canton avec des trains supplémentaires dédiés aux représentants du canton, sans les transports publics. C'était impossible. Les routes auraient été complètement submergées. Donc c'est le rôle social aussi qu'on a. Une question pour vous trois, que ce soit pour ces collaborations, cet aménagement pour l'hôpital de Rhénat ou pour vous, pour certaines réussites. Est-ce que ce sont des éléments que vous allez utiliser pour venir sur le thème de la soirée dans votre communication? Par exemple, ce que vous avez mis en place sur ces arrêts supplémentaires, est-ce que ça pourrait, par exemple, faire partie intégrante d'un message, que ce soit publicitaire, de sensibilisation pour dire, ben voilà, on en est fiers, on va même d'ailleurs partager l'information avec vous, ou par exemple, pour vous, un partenariat sur lequel on pourrait imaginer un coup de projecteur. Est-ce que décemment, vous trois, vous voyez utiliser ça? Est-ce que ça se fait? Parce qu'effectivement, là, on apprend quelque chose. Le coup des 1000 trains pour la fête des vignerons, ben voilà, je l'apprends moi ce soir. Je lis peut-être pas les mêmes journaux, mais est-ce que ça pourrait faire partie d'une opération de com pour vous servir vos intérêts? Alors on l'a fait à la semaine de la mobilité il y a très peu de temps. On a distribué des flyers pour remercier la population d'avoir fait en sorte avec nous que Moby Chablais soit un succès. On leur a offert une pomme chacun pendant une semaine, tous les matins, enfin même toute la journée. Hein, ceux qui ont vu le filon, ils ont beaucoup de pommes chez eux. Et on a fait ça. On parle du fruit, hein, pas le... Non, du fruit, le bon fruit qui va bien, okay. sans connotation. Et finalement, on peut le faire parce qu'on sait que c'est vrai que ça a marché. Alors on est plutôt prudent dans notre branche, pas trop non plus... dire ouais, c'est tellement bien ce qu'on a fait qu'on n'a même pas besoin de regarder si ça a marché ou pas. Non, on l'a fait parce que vraiment, on a constaté qu'en quelques semaines après la mise en service, on a eu déjà 100 personnes par jour qui ont utilisé le transport public, alors qu'avant, ils étaient purement en voiture, c'est-à-dire sur des trajets qui n'existaient pas dans l'offre. 100 personnes par jour qui ont changé d'habitude en quelques semaines. Ça paraît pas grand-chose, mais il faut voir que pour les gens, c'est beaucoup. Pour chaque personne, il y a eu des changements de vie, des gens qui arrêtent d'amener des enfants en voiture, des gens qui vont au travail en transport ou autre. Donc on les a plutôt remerciés, je dirais, plutôt que de dire « ouais, on est super fort, on a vraiment été les meilleurs ». Ça, on fait pas trop. Plutôt remercier, disons, la collaboration avec le public qui nous suit quand on essaye de l'écouter. Génie Lebas, un coup de projecteur sur certaines réussites, ça s'est arrivé, ça s'est produit? Non, je crois que c'est plutôt une de nos faiblesses. On a en fait beaucoup de thématiques sur lesquelles le succès il vient 15 ans après. C'est un travail de très longue haleine et puis qui des fois nous échappe sur la fin. Et moi-même, j'ai découvert il y a 2 semaines qu'en fait mes collègues étaient à l'origine du concept de vision zéro en matière de sécurité routière. Je pense que c'est Via Secura aujourd'hui, donc l'objectif de réduire drastiquement les questions d'accidents graves sur les routes. Et en fait, c'est parti, mais il y a presque 20 ans de ce mouvement militant par rapport aux thématiques des piétons et de la place de la voiture en ville. Et puis, en fait, tout d'un coup, ça a été pris et heureusement repris politiquement et par d'autres milieux, mais nous, on a simplement giclé du paysage. Et puis, on pourrait beaucoup plus fièrement dire, voilà le type d'action sur lesquelles on travaille, ça prend du temps, mais ça paye aussi. Il y a d'autres choses qui sont plus anecdotiques. Peut-être que vous avez vu dans les rues de Lausanne, sur les panneaux impasse, maintenant, vous voyez systématiquement, quand c'est pertinent, un petit logo piéton et un petit logo vélo. Ça vous indique que si vous êtes à pied ou en vélo, vous pouvez continuer. Il y aura un escalier, vous pourrez aller plus loin. Il y en a partout en ville, vous verrez dès demain. Et ça, c'est un travail sur lequel on a travaillé depuis 15 ans. Et maintenant, c'est inscrit dans la loi sur la circulation routière et c'est une possibilité. On a fait une action auprès des communes pour qu'ils déploient ces nouveaux panneaux systématiquement. C'est-à-dire vous confiez aux communes le passage de relais pour le message, pour la sensibilisation?
non, la mise en œuvre est chez les communes. Et puis, la ville de Lausanne mentionne sur son site que maintenant, elle a fait cette action. Mais on n'a pas, je crois que c'est en premier lieu un problème de ressources. On n'a personne chez nous qui s'occupe de comment valoriser des choses qui ont marché. Le problème, c'est ça. Monsieur Barbet, vous alors, intervenir. Alors, on n'a pas la même taille, mais on a les mêmes... Enfin, on est en Suisse, hein, on reste toujours humble. On n'aime pas commencer à se vanter. Et ce n'est pas dans notre culture. Je dirais d'une manière générale, c'est vrai qu'on devrait apprendre à mieux célébrer les succès, mais on n'aime pas utiliser un succès pour dire « moi je ». Et globalement, typiquement, la fête des vignerons, ça a été quand même beaucoup repris dans les médias. Et puis, je peux vous montrer toutes les lettres de ceux qui nous ont remerciés. Mais globalement, ce n'est pas notre attitude de dire « oh, on est les meilleurs, on a fait ci, on a fait ça ». Et très souvent, c'est là que je vous rejoignais tout à l'heure, lorsqu'il y a des choses positives qui se sont passées, qui ne sont pas très spécifiques CFF, mais des nouvelles infrastructures ou des choses comme ça, c'est très souvent, on met en avant les politiques qui en parlent pour eux, etc. C'est vrai que c'est les financeurs, c'est eux qui ont décidé au départ. Et c'est un petit peu en Suisse, quelque part, dans les mœurs. J'ai plein de questions, mais je vais peut-être m'adresser à l'assistance, voir si dans l'audience vous avez des questions, vous avez le droit d'interagir. Voilà, c'est l'occasion de faire un peu de sport et de la marche. Moi, j'ai une question à laquelle il vous faut vous préparer. J'ai très envie de vous entendre me dire quels seront les enjeux de la mobilité sur les 5 ou 10 ans à venir. Préparez-vous à me faire un petit peu d'anticipation sur comment vous voyez le futur. Je passe le micro pour la première question du public. Merci. Christophe Stutz. J'ai tout d'abord pour la mobilité gaz, pour André Ress, une question. Dieselgate, nouvelle génération de voitures comme Seat qui a diminué fortement la capacité de son réservoir à essence. Jusqu'où on peut aller dans la communication pour ne pas marcher sur les plates-bandes des constructeurs ? Ouais, bonne question. Effectivement, nous, on a pas mal besoin des fabricants qui proposent ces modèles parce que voilà, le gaz, il faut le mettre dans une voiture, in fine. Donc, si vous n'avez pas de voiture qui roule avec ce carburant-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. À l'époque, on transformait les voitures, ce qu'on fait plus trop maintenant. Comment pas marcher sur leurs pieds ? Nous, on essaie le plus possible de bosser avec eux, d'être en partenaire avec eux. Avec Seat particulièrement, on a des offres communes, donc on collabore. On va discuter avec Amag, donc du côté de Schinsnach. On va négocier avec eux, on fait des tarifs communs. Et puis, d'ailleurs, pour Seat, il y a un truc qui va se faire prochainement, très probablement, c'est que l'année prochaine, il y a une nouvelle loi qui passe, donc une nouvelle interdiction d'avoir des véhicules qui émettent plus de 5 grammes de CO2 par kilomètre. Actuellement, on est à 137 grammes, la limite est à 130, et le challenge est gros. Et nous, dans l'industrie gazière, on a une clé assez particulière, c'est qu'on peut mettre du biogaz à la place de gaz naturel. Le biogaz, c'est une énergie neutre en CO2, donc sur l'étiquette énergétique, on peut faire baisser très fortement aussi cette part de CO2, donc rendre finalement le véhicule gaz très attractif. Et ce qu'on veut faire avec Seat particulièrement, c'est faire un sorte de Swiss pack en leur proposant directement un mix de 50% de biogaz pour avoir des véhicules qui sont beaucoup plus propres encore que peut-être que certains véhicules électriques. Ça, c'est une des partenariats qu'on pourrait faire et qu'on envisage de faire. Mais après, je pense que ces marques, elles n'ont pas vraiment besoin de moi ou de nous pour avancer parce qu'elles ont leur propre calendrier, puis surtout on agit au niveau suisse, donc le vrai marché de ces marques il se trouve en Allemagne, il se trouve en Espagne, il se trouve dans les grands pays, donc ils ont envie de collaborer avec nous, mais la Suisse c'est un pays particulier quand même en termes de mobilité, surtout en termes de mobilité automobile, et voilà, ils nous écoutent mais difficilement, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Christophe. En attendant que... Tiens, je te repasse le micro. Alors peut-être je vais faire une question en attendant de la tienne. Justement, on parle de sources d'énergie. Est-ce que pour vous deux, les sources d'énergie électrique sont des arguments qui peuvent ou qui doivent figurer dans votre message publicitaire ou de marketing ? Est-ce que c'est important de savoir d'où vient l'électricité qui fait avancer nos locomotives ? Alors, pour nous, c'est un message un peu tacite, donc ce ne serait pas très porteur disons, de marteler avec ça. Par contre, ce qu'on fait maintenant, ce n'est pas tellement que nos trains fonctionnent à l'électricité, mais d'où vient l'électricité ?
Et notre ambition, aujourd'hui, c'est à peu près 80%, 80, 90% d'électricité qui vient. Vous savez, on a nos propres barrages et nos propres, d'ailleurs, le Nantes de Drance dans la région est apporté, va nous permettre de passer à pratiquement 99 voire 100% d'électricité uniquement électricité propre, pratiquement uniquement hydraulique. Donc c'est sur ça qu'on table. Et puis la deuxième partie, c'est côté CFF Immobilier, tous les bâtiments qu'on construit. Ils sont soit reliés à un réseau local, soit on crée un propre réseau donc de recyclage et d'eau chaude, hein, en fait. Soit ils travaillent, enfin, tous les moyens d'énergie propre et de consommation propre à l'intérieur des bâtiments qu'on construit sont mis en place. Et c'est sur ces aspects-là qu'on peut encore améliorer notre image. Je crois dire qu'on marche à l'électricité, c'est bien, mais d'où vient l'électricité? Parce que les 3/4 du temps, quand je dis ça, on me dit oui, mais vous importez de l'électricité nucléaire de France ou d'Allemagne, et donc voilà, c'est pas super propre. Eh bien non, notre ambition, c'est d'être super propre et d'avoir que de l'électricité qui provient de Suisse, de nos centrales, qui est hydraulique. Alors nous, on a un petit problème avec les bus, c'est que si on devait prendre des bus électriques, ce qu'on essaye de faire, il en faudrait entre 2 et 3 fois plus pour leur laisser le temps de charger. Donc c'est pas encore un sujet où on est super fier sur les bus, et pour le train, c'est les mêmes remarques. Du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de parler peut-être plus de la douceur en général, de la mobilité qu'on propose, parce qu'il n'y a pas que l'énergie dans l'histoire, il y a aussi le bruit, les nuisances, la consommation de surface, la sécurité, notamment le vendredi ou samedi soir quand on a déjà un peu bu. Enfin, on a pas mal d'arguments un petit peu plus vastes parce que notre transport plus local n'est pas encore mature d'un point de vue énergétique. On a des études actuellement pour voir si on peut faire de l'hydrogène, aussi du gaz, tout ça. Mais on a encore quelques années de retard dans le transport local, sauf dans les grandes villes où il y a les trolleybus. Mais pour ça, il faut une énorme masse critique. Donc dès qu'on est dans du régional, c'est un petit peu plus délicat. On est un petit peu trop tôt pour répondre favorablement à cette question. J'allais rebondir, effectivement, il faut qu'on se voie. Avec plaisir. Alors ma question, c'est pour M. Barbet. Il y a 15 ans, j'ai adopté le système de prendre, si possible, des transports publics. Combiné avec mon petit vélo, on se retrouve avec André Ress, parce qu'on est tous les deux owners of Prompton. Et c'est le vrai bonheur, parce qu'en fait, on a l'application des horaires CFF. Et j'ai toujours eu l'impression que je gagne du temps, parce que dans le train, effectivement, j'ai toujours profité de bosser. Et on arrive vraiment quasiment devant l'adresse à laquelle on doit se rendre. Donc, vraiment un vrai bonheur. Par contre, je constate que les CFF diminuent de plus en plus les places dans les trains. Donc, on a de plus en plus de la peine à mettre un vélo, même un pliable, un tout petit pliable, parce que ça ne rentre de moins en moins entre les sièges. Il manque juste 2 mm. Et il y a de plus en plus de grosses valises, donc on se retrouve des fois, mais vraiment, c'est le capharnaüm. Ça, c'est point 1. Point 2, vous faites beaucoup d'efforts avec les billets dégriffés, etc. Mais pour les porteurs des âgés, vous faites étonnamment peu. Et c'est des clients que vous avez acquis, mais là, il y a peu d'offres où on doit de nouveau mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir profiter d'un certain pourcentage pour acquérir une offre spéciale. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Alors, sur les vélos, ou la place dans les trains d'une manière plus générale, parce qu'on peut parler aussi des bagages, vous l'avez dit, les grosses pièces de bagages, c'est effectivement un problème qu'on a en particulier sur le trafic longue distance. Je crois sur les trafics régionaux, il y a dans tous les wagons, toutes les compositions, la possibilité d'aller avec son vélo. Bon, évidemment, en heure de pointe, c'est plus compliqué parce que ça prend un petit peu de place. Le vôtre est pliable, donc un peu moins, mais globalement, on le sait, en principe, vous pouvez aussi mettre, il y a des wagons, il faut aller sur le bon wagon aussi, parce que ce n'est pas dans tous les wagons, il faut se trouver au bon endroit. Alors, les poussettes, c'est en principe sur le wagon qui est à la bonne hauteur. Après, il y a une nouvelle génération de trains qui vient. Les trains qui circulent actuellement datent de quand même pas mal d'années et qui n'étaient pas à l'époque, sauf les IC2000. Sur les IC2000, l'accès est assez facile. Et il y a un wagon pour les vélos également.
Après, effectivement, c'est surtout sur le trafic régional parce qu'on part du principe que quelqu'un qui prend son vélo avec le fait sur une courte distance. Et typiquement, on a eu de très très grandes discussions sur le Léman Express. Je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est notre actualité. Mais il n'y avait pas cette culture de transporter les vélos dans les transports publics en France. Et nous, on a dit non, mais on ne peut pas avoir sur la Suisse la possibilité de prendre les vélos et pas sur la France. Donc, il faut qu'on ait une politique commune au niveau de la place pour les vélos. Donc, c'est quelque chose au centre, d'ailleurs, une association pro-vélo qui veille au grain, si je peux m'exprimer ainsi, et qui est quand même très active là-dessus. Mais effectivement, on peut certainement faire mieux, en particulier sur les trains grandes lignes pour la place des vélos. Après, les tarifs dégriffés, effectivement, ils ont rencontré un succès énorme. Hein. Ça a permis, et ça va de nouveau, ça a stimulé. Et les billets dégriffés ont touché, je dirais, un public qui ne prenait pas le train. En grande partie, on l'a vu. D'ailleurs, on voit très bien où on a le plus de succès. C'est vers Genève Aéroport. Donc, c'est les gens qui allaient auparavant en voiture à l'aéroport et qui prennent les billets dégriffés et donc le train pour se rendre à l'aéroport. Et puis, maintenant, vous l'avez peut-être vu, on a introduit déjà aussi les billets dégriffés dans le trafic régional, ce qu'on ne faisait pas avant, typiquement, enfin un peu plus loin, mais dans le Valais, pour démocratiser au maximum le train. Et on fait beaucoup de promotion pour ça. Après, les abonnements généraux, vous avez raison. Alors, ça tombe plutôt mal votre remarque parce que aujourd'hui, j'ai justement signé une lettre pour envoyer, parce qu'en général, on touche moins les abonnements généraux des gens qui sont impactés par les travaux. Et aujourd'hui, j'ai dit, tous ceux qui ont un abonnement général, indépendamment s'ils ont pris, il y a un problème de travaux entre Romont et Lausanne actuellement, et on a fait une action, et j'ai mis en priorité toutes les personnes qui avaient un abonnement général et toutes les personnes qui avaient un abonnement de parcours, exactement. Donc, oui, on peut faire plus. C'est quelque chose qu'on nous reproche beaucoup avec les abonnements généraux. L'abonnement général offre quand même déjà beaucoup de facilité. Il faut savoir que l'abonnement général, ce n'est pas les CFF. L'abonnement général, c'est l'Union des transports publics, dont font partie 250 sociétés. Donc nous, on ne peut pas faire des initiatives aux porteurs de ces abonnements sans que tout le monde soit d'accord. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est comme les hausses de tarifs. On nous reproche toujours que c'est nous qui faisons les hausses de tarifs, alors qu'on est contre. Mais je peux comprendre que d'autres petites entreprises poussent pour les hausses de tarifs. Et effectivement, des fois, elles ont raison. Enfin, elles arrivent à aboutir à leur fin. Et même si nous, on est contre, on doit l'appliquer aussi parce que c'est décidé par l'Union des transports publics, dont tous les détenteurs d'abonnements généraux peuvent profiter ça comprend non seulement les trains, les bateaux, les bus, mais aussi certains transporteurs par câble. Donc, une promotion pour les détenteurs d'abonnements généraux ne dépend pas des CFF. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais là, dans le cas présent, c'était pour une indemnisation ou une compensation par rapport aux travaux, donc je peux le faire, pour autant que je ne le donne pas qu'aux abonnés CFF. Il faut que je le donne à tous les abonnés de la région et qu'ils l'aient pris chez TPF ou chez Carte Postale. Une autre question de l'audience? Oui. C'est bien, c'est comme ça, c'est toujours le même parcours. Merci. Vous ne pensez pas qu'une diminution des déplacements, parce qu'en final, c'est ce qu'on souhaite, passe par une centralisation de l'habitat? Madame Lebas vient de nous dire qu'à Genève, apparemment, il y a seulement 50% des habitants qui ont une voiture. Je ne pense pas que ce soit le cas dans les vallées du Chablais, parce que la demande n'est pas la même. L'usager regarde en fait le côté pratique. Et c'est vrai qu'on regarde Genève chaque fois qu'il y a... Alors, il y a plein d'opposants à la voiture à Genève, c'est vrai, peut-être à juste titre, mais on se rend compte que chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui doit voir le jour, il y a une montagne d'opposition et ça ne se construit pas. Et pendant ce temps, si vous regardez toute la comment on va appeler ça, la couronne frontalière, ça construit à outrance. Et ces nouvelles constructions sont souvent habitées par des Genevois qui ne trouvent plus à se loger à Genève. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de faire bouger peut-être ces
je ne sais pas si c'est politique, si c'est autre chose, pour essayer de faire comprendre, peut-être que c'est peut-être un engagement civique aussi de la part des gens qui sont déjà là, qui disent « Ah, je ne veux pas un immeuble à côté de chez moi parce que je me trouve très bien comme ça ». Et c'est vrai que s'il y avait peut-être plus de centralisation de l'habitat, qu'on ne construise plus des quartiers entiers de villas dans des villages retirés, sachant que ces villages n'offrent aucune place de travail. Et bon, maintenant, on a la LAT qui règle un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'on a énormément construit un petit peu partout et ça engendre du trafic parce que l'usager, comme je l'ai déjà dit, regarde vraiment son côté pratique. S'il doit rentrer chez lui à 11 h le soir, il ne va pas attendre 3/4 d'heure pour un bus. Voilà, c'est une petite question comme ça. Nous, on a eu l'expérience dans le Chablais quand on a mis en place Mobi Chablais parce qu'il faut voir que c'était une mesure d'accompagnement du projet d'agglo qui visait exactement cet objectif. Le projet d'agglo du Chablais sur 6 communes a mis en place tout un plan avec des zonages et tout un tas de réflexions sur mobilité douce, transport public pour relier tout ça avec une grosse préservation de l'espace non construit. Mais il y a deux choses à voir, c'est toujours un peu les mêmes choses qu'on dit, c'est que la décision de maintenant, elle se verra dans 20-30 ans. Et en plus, pour le cas particulier de l'habitat, on ne va pas raser les maisons existantes. Donc on est dans un compromis entre le passé et le futur. Et aujourd'hui, notre pari, ça reste quand même de desservir le plus possible toutes les maisons existantes parce qu'on essaye quand même de les capter et ça marche. Maintenant, c'est vrai que peut-être d'un autre côté, ça valorise ces maisons, mais dans ces zones-là, on ne peut plus construire aujourd'hui. En tout cas sur le canton de Vaud. Hein. Après, je ne sais pas pour Genève. Donc, il y a une procédure un peu de transition, en tout cas, qui va durer des dizaines d'années. Et on fait avec la réalité aussi. Mais, par exemple, pour le Léman Express et la Françoisine, le but, c'est vraiment de faire utiliser le transport public, non seulement au centre de Genève. Hein, vous avez peut-être vu, si vous êtes à Genève, que les voies des trams ont été détournées pour aller à proximité des gares du Léman Express. Parce que l'idée, ce n'est pas que tous les bus et toutes les trams aillent à Cournavin, mais qu'ils se rabattent sur les différentes lignes sur les différentes gares du Léman Express à l'intérieur. En France, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas cet esprit actuellement de transport public aussi développé qu'en Suisse. Donc, le gros travail qu'on fait, et il faut savoir aussi que, vous le dites vous-même, les maisons sont dispersées, il y en a un peu partout. On ne pourra pas desservir tout le monde. Il faut qu'ils mettent des bus. Ça, c'est les régions la partie politique qui doit gérer ça. Nous, l'objectif, c'est de convaincre la plupart des communes qui ont une gare de créer ce qu'on appelle en Suisse des park and rail. Et puis que les gens, depuis leur maison, continuent parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'offre. S'il n'y a pas d'offre, eh bien, vous allez bien devoir vous trouver une solution. Et la solution passera très souvent par la voiture. Aller à la gare, qu'il ait une possibilité de prendre le Léman Express déjà proche de chez lui et ensuite ce train-là jusqu'à son lieu de travail au centre de Genève. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas facile. On a des discussions. On n'est pas trop légitime, nous. C'est pour ça qu'on a créé l'Emanis pour faire ce travail qui est transfrontalière et puis qui doit essayer de convaincre toutes ces communes de créer des postes, des places de parc proximité des gares pour éviter que tout ce trafic aille jusqu'au centre-ville. Et c'est ça un des enjeux. Après, voilà, on parle souvent de complémentarité. Les bus font partie de cette complémentarité. Nous, on fait la colonne vertébrale très souvent, mais après, tout le monde se raccroche à nous. On aimerait aussi même que les bus longue distance soient sur cette plateforme et qu'on forme une complémentarité les uns les autres. Et nous, on n'est qu'un des maillons de la chaîne du transport. Est-ce que les acteurs donc, de la mobilité ne pourraient pas plancher sur l'idée d'offrir la gratuité des abonnements pour les transports urbains? Par exemple, déjà en commençant par les bus. Je prends l'exemple, je pars à Genève en train, et puis j'arrive à Cournavin, j'arrive à la gare, et puis que le bus soit gratuit pour traverser, pour aller en ville, et vice-versa. Ça, c'est la première idée. Et puis, la deuxième, en fait, pourquoi pas offrir aussi... Je parle des CFF, par exemple, offrir à tout citoyen 2-3 billets dégriffés ou des billets gratuits par année pour leur montrer que la mobilité donc, serait beaucoup plus fluide, premièrement, et puis ils prendraient peut-être goût à prendre davantage les transports, les CFF. Alors, c'est des choses qu'on fait déjà. Hein. Bon, j'aimerais tout d'abord préciser tout ce qui concerne les transports publics dans un canton. C'est quand même le canton qui décide, parce qu'à la fin, c'est lui qui va devoir financer. Parce que quelque part, nous, on ne peut pas
perdre de l'argent sur le trafic régional. Par contre, vous parlez de Genève, j'aimerais préciser une chose par rapport à cette mise en service du Léman Express. Malgré que ce soit un saut d'offre extraordinaire qui a coûté des milliards, là on est sur des chiffres très importants et des centaines de millions par rapport au matériel roulant, on n'a pas augmenté les prix. Au contraire, les prix sont pratiquement inférieurs à ce qu'il y avait avant. Donc, on aurait eu le prétexte de dire on va augmenter les prix. Mais les gens auraient eu le prétexte de dire ah ben, c'est devenu tellement cher, maintenant on prend la voiture ou on continue d'aller avec la voiture ou on la reprend, ce qui serait encore pire. Donc, on a dit non, on ne va pas donner cette excuse-là. On prend sur nous, ensemble avec les autorités, de dire on maintient les tarifs très bas. Et vous le savez, à Genève, les tarifs sont particulièrement bas puisqu'il y a une votation, la Vivo, qui a déjà fait une énorme pression. Ça coûte des dizaines de millions au canton chaque année. Donc, c'est eux qui décident ça. Après, les tarifs dégriffés, on en a parlé plusieurs fois. J'aimerais préciser qu'un tarif dégriffé va jusqu'à 70% de réduction par rapport au tarif normal. Vous avez des tarifs dégriffés, vous le trouvez, c'est tellement simple sur votre application, c'est 2 francs. Je veux dire, c'est des chiffres qu'on n'a plus vus depuis une cinquantaine d'années. Vous faites un trajet entre Sion et Aigle pour 3-4 francs. Je veux dire, il faut se rendre compte que c'est des tarifs très, très, très bas. Alors, ce n'est pas gratuit, je suis d'accord avec vous. Après, si on faisait gratuit, il y aurait peut-être un peu aussi moins de discipline. Il y a un autre aspect, c'est qu'en Suisse romande, on a quand même un grand problème de fraude. Les gens ont pris l'habitude déjà de prendre les billets gratuits. Donc il faut aussi, par respect pour les personnes qui payent, puis très souvent ces gens qui prennent pas de billets, ils empiètent sur la première classe, ils se comportent de manière peu civile. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait éviter avec cette gratuité totale des transports publics. Il faut qu'il y ait un minimum de discipline. Mais je crois que tout ce qui est faisable, et à mon avis c'est peut-être aussi méconnu, et ça c'est quelque chose que nous on peut continuer à dire, entre les billets dégriffés, les abonnements à Genève, je veux dire, honnêtement, Genève, c'est une des villes où les gens sont quand même le mieux payés de Suisse. Alors, tout le monde n'a pas les hauts salaires, mais vous avez un abonnement annuel pour 600 francs. Je veux dire, honnêtement, et vous avez tout Genève, la zone 10 à Genève de Uniréseau, ça vous permet, y compris à partir du changement d'horaire, vous pourrez utiliser le Léman Express qui sera le cadre là. Donc je ne crois pas par rapport à ça que de manière générale, le prix soit un frein à l'utilisation des transports publics. Je vous propose la dernière question du public parce que c'est l'heure de l'apéritif. On va faire un peu de marche pour rejoindre l'étage du Tom Café pour faire du réseautage, pour profiter de boire et manger ici au Musée Olympique avec la dernière question. Joseph, je te passe le micro. Oui, bonsoir. Une question un peu plus marketing. Monsieur Barbet, est-ce que vous pensez utiliser les données que vous pourriez extraire de l'application pour soit packager des nouvelles offres en fonction des trajets le plus souvent choisis ou éventuellement faire des offres personnalisées auprès de vos clients qui sont déjà identifiés dans l'application? Alors, si je vous réponds honnêtement, j'aimerais bien. Honnêtement, je parlais tout à l'heure des plus flexibles, de faire du marketing ciblé. Avec la loi sur la protection des données, c'est très difficile, d'une part parce que le client peut refuser que ces données soient utilisées, d'autre part parce que ces données ne nous appartiennent pas, elles seront à nouveau propriété de l'Union des transports publics, donc on ne peut pas les utiliser, nous, pour faire du marketing. Elles appartiennent à cette centrale, l'UTP, je pense que vous avez entendu parler, qui est l'ensemble des transporteurs et qui permet justement d'utiliser l'abonnement général sur tous les réseaux. On peut le faire lorsque le client nous signale ou lorsqu'on fait une promotion particulière, lorsqu'on fait dans des foires ou des différentes choses où on récolte des informations, où le client, bien sûr, donne son consensus. Mais malheureusement, et à mon avis, c'est une faiblesse. D'un côté, vous avez cette force du transport public en Suisse, qui est l'abonnement général, qui permet d'avoir autant de facilité. Et puis, cette force aussi que les gens peuvent prendre n'importe quel train à n'importe quelle heure sans réserver. S'ils ont raté un, vous prenez le suivant. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays qui nous entourent sur les trafics grandes lignes. Donc, personne n'est prêt à renoncer à ça. On a dit, on pourrait faire aussi avec une autre manière de baisser les fréquentations en heure de pointe. On va mettre les trajets beaucoup plus chers en heure de pointe et beaucoup moins chers. Alors, on le fait à travers les billets dégriffés. Vous ne trouverez pas beaucoup de billets dégriffés en pleine heure de pointe. C'est la logique des choses. Et on a vu aussi que les gens
gens sont prêts très facilement à prendre un train plus tôt ou un train plus tard s'il y a des billets dégriffés. Et là, ils arrivent à améliorer leur agenda très facilement. Donc, la réponse est non, parce qu'on ne le peut pas. Mais honnêtement, ce serait effectivement un outil marketing très fort pour nous de pouvoir l'utiliser sous cette forme-là. Et justement, à propos d'horaire, pour pas que je loupe le mien, je vais vous proposer de conclure. Merci Jenny Lebas, Alain Barbet, André Rass et Hugues Romain, que vous pouvez retrouver à l'étage du Tom Café durant la pause apéritif. Merci à vous tous d'être venus.